Bonsoir, merci d'être venu. C'est une première d'être en présentiel pour cette réunion. Donc réunion publique, conseil de quartier Vaugirard, parc des expositions, au cours duquel on va aborder 3 sujets. Un, c'est la sécurité et les préventions. Un deuxième, c'est l'actualité du parc des expositions et projet Vie Paris. Et le troisième, c'est sur un point PLU. Point PLU. Voilà, écoutez. J'en profite également. Marion Pariset, je suis l'adjointe en charge de ce conseil de quartier. J'en profite pour simplement vous remercier d'être là nombreux ce soir pour cette première séance en présentiel. C'est un plaisir de vous retrouver en vrai. On l'a longtemps attendu, surtout pour les nouveaux élus qui sont arrivés en plein milieu du Covid, comme moi. Donc je suis ravie d'être là ce soir. Je pense que nous avons beaucoup de sujets sur la table, donc je ne vais pas faire très long. Je vous prie juste d'excuser Monsieur le maire qui malheureusement a été retenu. Il voulait vraiment être là aujourd'hui, mais bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, son agenda est très chargé. Mais nous avons avec nous Grégory Canal, qui est premier adjoint au maire, et Mathieu Luineau, qui parlera plus tard du PLU, qui est en charge de la démocratie participative et du budget participatif. Et également, donc, parmi les élus, nous rejoindrons plus tard, normalement, Anthony Samama pour la sécurité. Et puis nous avons avec nous Julien Ripert, qui est conseiller d'arrondissement pour Paris en commun, c'est ça? Sur ce, je ne vais pas faire plus long. Je pense que nous allons pouvoir commencer, puisqu'on a des gros sujets quand même sur la table. Je pense qu'on va peut-être commencer donc, par la sécurité, et donc avec l'intervention du commissaire Damien Vallot, je suppose dans un premier temps. Bonsoir plutôt. Merci monsieur, merci mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis le commissaire Damien Vallot, je suis commissaire divisionnaire, commissaire central du 15e arrondissement, et je suis accompagné de mon adjointe, le commissaire de police Diana Farinèche, qui est avec moi depuis un peu plus de 2 ans et demi. Lorsque monsieur Samama et monsieur le maire ont évoqué le conseil de quartier Vaugirard pour ce soir, la question de la sécurité a été évoquée. Alors, si vous le permettez, dans un premier temps, je vais être très bref, mais je vous présenterai quelques points qui nous tiennent à cœur tous les deux. Et bien évidemment, je tiendrai à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Mais déjà, quelques éléments de contexte sur l'évolution de notre arrondissement et puis de votre conseil de quartier. Sur les tendances de la délinquance, alors je ne donnerai pas de chiffres, mais uniquement des tendances. Après une année 2020, évidemment perturbée par la crise sanitaire, une année 2021 qui continue malheureusement de l'être, mais tout de même une année 2020 qui a été marquée par des périodes de confinement répétées et qui ont bouleversé les agrégats de la délinquance, qui conduit nécessairement à des comparaisons assez compliquées entre l'année 2021 et 2020. Il faudra probablement attendre l'année 2022 pour pouvoir à nouveau comparer avec des années, j'irais, de plein exercice où tout un chacun aura pu, dans une certaine mesure, vaquer à ses occupations, aller et venir autant que faire se peut. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que sur votre conseil de quartier, plusieurs agrégats, plusieurs faits de délinquance sont orientés à la hausse, progressent, à commencer par 2 points qui sont des phénomènes assez marqués actuellement sur notre territoire, que sont les vols commis avec violence, vols à l'arraché, essentiellement des bijoux, mais également des sacs à main, et aussi un phénomène peut-être qui a concerné certains d'entre vous, de vol de montres. Des montres de luxe, de grande valeur, qui ont été dérobées ces dernières semaines et qui conduisent à une augmentation assez forte de cet agrégat.
ainsi que celui des cambriolages, même si la hausse cette année est moindre, ça reste quand même un point de vigilance marqué pour les équipes du 15e arrondissement, étant donné que notre territoire extrêmement vaste est touché par ce phénomène qui est à mettre au passif de gens qui résident sur le 15e, hein, soyons très clairs. Le 15e accueille sur son territoire des habitants qui ont pour profession de se livrer à ce type de méfaits, de délits, mais également des gens de nationalité française qui viennent d'autres secteurs de la capitale à la recherche d'appartements pour y pénétrer, en général chez des gens évidemment qui travaillent, dont les appartements ont été laissés libres, vides, et qui les retrouvent malheureusement dépouillés le soir à leur retour. Un autre fait, un autre agrégat qui est à la hausse, mais celui-là, j'y apporterai une nuance, c'est le phénomène des violences que l'on qualifie de non crapuleuses, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pour vocation de permettre l'acquisition malhonnête de biens. Ces violences non crapuleuses, ce sont les violences essentiellement intrafamiliales, des phénomènes de violence portés à la connaissance des services de police et qui ne l'étaient pas nécessairement auparavant. Ça rejoint une des priorités de notre action, qui est la lutte contre les violences domestiques, les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Dans ce domaine-là précis, l'augmentation des faits de délinquance est plutôt une révélation. Et si vous me permettez, ce soir, j'insisterai sur ce point, notamment parce que un policier, nos agents, travaillent bien évidemment d'initiative, 24 heures sur 24, ai-je besoin de le rappeler, hein, la police sur le 15e arrondissement, c'est un peu plus de 300 fonctionnaires de police à votre disposition, qui travaillent 24 heures sur 24, qui travaillent sur appel, sur Police 17, sur des instructions qui leur sont données par leur supérieur hiérarchique à partir de l'analyse des faits de délinquance, à partir des signalements qui nous sont adressés par mesdames et messieurs les élus, par vos propres signalements, mais aussi d'initiatives. Et dans ce domaine des violences non crapuleuses, donc des violences essentiellement dans le domaine intrafamilial, on est sur une partie de la délinquance qui est essentiellement cachée. Et ce n'est pas parce que cette délinquance est cachée qu'elle n'existe pas. Pour un certain nombre de familles, de femmes notamment, le confinement aura conduit à créer un phénomène de saturation, puisque impossibilité de sortir, impossibilité d'aller et venir, et un phénomène d'étouffement au sein de la structure familiale, et ce besoin de révéler auprès des services publics, auprès des services de police, les violences, parfois extrêmement graves, y compris criminelles, puisqu'un viol est un crime, de le révéler aux services de police pour obtenir qu'une enquête soit effectuée, que des mesures de protection soient prises à son bénéfice et qu'une sanction pénale puisse être prononcée par l'institution judiciaire par la suite. Donc cet agrégat-là, il augmente et je dirais presque, je m'en félicite parce que ça veut dire qu'on accueille mieux, qu'on accueille plus et surtout parce que l'on travaille avec des structures qui sont présentes sur le territoire. On travaille nous-mêmes aussi pour aller à la recherche de ces victimes. Et ce soir, voilà, un point sur lequel je souhaitais insister, c'est ce point-là, c'est-à-dire que notre accueil, il est totalement inconditionnel. Nous sommes ouverts pour recueillir les plaintes également 24 heures sur 24 au 250 rue de Vaugirard. Nous avons beaucoup de manières de saisir les services de police aujourd'hui. Et si vous avez connaissance, ou si peut-être vous-même êtes victime de ce type de délit, voire de crime, il ne faut pas hésiter à franchir la porte du commissariat. Vous y serez bien accueillis. Vous y serez accueillis par des professionnels qui seront à votre écoute et qui vous permettront, policiers, mais également psychologues pour les victimes et intervenants sociaux en commissariat, d'avancer vers une prise en charge de des crimes ou des délits qui ont été commis à votre égard, mais également d'avancer vers une situation qui sera meilleure. C'est la première étape d'un processus, c'est une étape qui est absolument nécessaire et une étape à laquelle nous sommes particulièrement attachés avec Madame Afarinèche. Autre priorité de notre action sur le territoire, la lutte contre les phénomènes de bande. Votre conseil de quartier est un petit peu moins concerné que d'autres, fort heureusement, et c'est très bien ainsi. Néanmoins, le 15e arrondissement, vous avez malheureusement pu le noter, l'actualité ayant été riche dans ce domaine, est particulièrement concernée. Alors, nous avons la chance d'avoir une mairie qui est très mobilisée. Je tiens à vous en remercier, M. Samama. Vous êtes vraiment extrêmement investi avec M. le maire sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui mobilise et qui doit mobiliser l'ensemble des institutions.
l'éducation nationale, les différents services de la ville, naturellement, l'autorité judiciaire aussi, parce qu'il y a à la fois un aspect préventif essentiel auquel contribue le commissariat de police, mais aussi un aspect répressif. Et au-delà de ça, un aspect aussi prise en compte du territoire, des territoires concernés, pour l'amélioration du bâti, de la vidéoprotection le cas échéant, de façon à anticiper ces phénomènes, voire les juguler avant qu'il n'y ait un passage à l'acte qui puisse conduire à des circonstances dramatiques. Autre point important de notre action, puisque la police et le préfet, en l'occurrence le préfet de police à Paris, souhaitent que ces commissariats soient en prise directe avec la réalité qui est la vôtre, soit à votre service, c'est la lutte contre les nuisances du quotidien. Alors là, pour le coup, vous êtes particulièrement concernés. Les tapages, les rassemblements festifs, les nuisances sonores, les livraisons, les rassemblements de livreurs notamment. Voilà des points sur lesquels nos équipes, jour et nuit, sont mobilisées et conduisent des actions. Je prends le phénomène des livreurs parce qu'on l'a vu surgir et exploser à la faveur du déconfinement. Et depuis le déconfinement, ce phénomène se poursuit sur notre territoire. Et le 15e arrondissement a été précurseur dans ce domaine-là pour y apporter une réponse. Parce que très vite, on a vu poindre des nuisances extrêmement importantes. Des doléances de la part de riverains qui elles-mêmes n'ont fait que croître, et des solutions qui étaient à la disposition, on va dire, des différents services publics, qui étaient relativement peu efficaces. C'est la raison pour laquelle le 15e a souhaité mobiliser, au-delà des effectifs de police qui sont les siens au commissariat, des directions spécialisées de la préfecture de police, puisque nous avons affaire à un phénomène de masse qui repose sur des plateformes Internet qui elles-mêmes recourent aux services de personnes dont l'identité n'est pas forcément toujours établie, mais qui, pour une partie d'entre elles, sont en situation irrégulière sur le territoire national. Fort de ce constat, l'objectif a été évidemment de juguler les nuisances sonores commises par ces livreurs, et puis, à la faveur des contrôles qui étaient opérés sur les différents points que vous nous signaliez, ou que vous signaliez à la mairie du 15e, de constater éventuellement la violation de la loi en matière de séjour sur le territoire national, pour interpeller les personnes qui violaient cette loi et les mettre à la disposition des services adéquats pour déclencher les procédures appropriées. Celle-ci, ça a été un axe majeur, encore une fois, de notre politique en 2021. Ce sont plus de 300 livreurs qui ont été contrôlés, et plus d'une soixantaine d'entre eux interpellés, mis à disposition de ce service spécialisé de la préfecture de police en vue d'une reconduite dans leur pays d'origine. Pour le reste, je vais m'arrêter là parce que je voudrais d'abord et avant tout échanger avec vous. Néanmoins, peut-être quelques innovations aussi, puisque l'année 2020-2021 a été l'occasion de mettre en application d'autres chantier. Aujourd'hui, pour déposer plainte, il existe évidemment plusieurs modes de dépôt de plainte. Vous pouvez venir au commissariat, vous présenter. Encore une fois, je l'ai dit, 24 heures sur 24. Le 15e arrondissement est extrêmement peuplé, donc le commissariat est malheureusement très fréquenté aussi. C'est compte tenu de ce constat, le choix avait été fait il y a quelques années de développer ce qu'on a appelé la pré-plainte en ligne. C'est assez simple. Si vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez pré-plainte en ligne, vous trouverez un site internet qui vous offre la possibilité de remplir un formulaire et de sélectionner le commissariat vers lequel ce formulaire-là sera envoyé. Vous serez recontacté, on vous proposera un rendez-vous et vous viendrez signer votre plainte et vous pourrez repartir avec une copie de cette plainte. Ce système-là, sur le 15e, ça marche extrêmement bien. En tout cas, ça marche. Il y a beaucoup de sollicitations qui nous sont adressées. Il était, dès l'origine, prévu avec deux limites. Les plaintes ne devaient concerner que des faits qui étaient commis par des personnes dont vous ignoriez l'identité, et uniquement pour des atteintes aux biens. Donc tout ce qui était de l'ordre de la violence et autres ne relevait pas de la pré-plainte en ligne. C'est pour cette raison que notre direction, au sein de la préfecture de police, a souhaité lancer au mois de février de cette année une innovation qui ne concernait que la rive gauche de Paris et qui désormais couvre toute l'agglomération parisienne. C'est ce qu'on appelle la plainte sur rendez-vous. Ça s'appelle Police Rendez-vous.
Vous le trouvez aussi sur les moteurs de recherche. Et là, c'est, si vous me permettez la comparaison, c'est le Doctolib de la police. En clair, vous sélectionnez votre commissariat, vous sélectionnez la plage horaire qui vous intéresse, et vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous, là cette fois-ci pour tout motif, pour signaler des nuisances, pour signaler des violences, pour déposer une plainte, pour déposer une main courante. Voilà l'innovation majeure qui a été conduite. Aujourd'hui, le commissariat du 15e offre 12 créneaux chaque jour du lundi au vendredi pour l'accueil du public, et chaque semaine, tous les créneaux qui sont ouverts sont pris par nos concitoyens. C'est à la fois c'est un énorme effort qui est fait par nos services dans l'objectif d'améliorer les conditions d'accueil et surtout d'aller chercher les victimes où qu'elles se trouvent, puisqu'encore une fois, un commissariat, c'est un service public. Notre vocation, c'est d'accueillir tout le monde de manière, je vous l'ai dit, inconditionnelle, et donc d'aller chercher toutes les victimes pour tous les faits qui se commettent sur le territoire ou en dehors. Vous n'êtes pas obligé de déposer plainte au 14e arrondissement pour un vol qui éventuellement serait commis sur le 14, ou un vol commis à Marseille, d'aller à Marseille, pas du tout. Vous pouvez déposer plainte dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour des faits qui se sont commis en France ou à l'étranger, quel que soit l'endroit où l'infraction a été commise. Je vous remercie. Maintenant, je pense qu'on va... Oui, on fait les différents intervenants. Donc, Monsieur Gomez, qui est de la direction de la police municipale et de la prévention. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Madame, bonsoir Messieurs. Donc oui, je suis donc Monsieur Gomez, donc je suis le futur chef de la division de la police municipale du 15e arrondissement. Donc je serai mis en place à partir du 1er janvier 2022. Donc on m'a demandé de venir vous faire une petite présentation de ce que sera la police municipale. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt pour communiquer, donc je vais vous faire quand même une présentation assez sommaire et je vais rester assez général, puisque je ne peux pas pour l'instant communiquer sur le chiffre des effectifs que nous aurons dans l'arrondissement, puisque tout ça n'est pas encore formalisé totalement. Alors, donc, il faut savoir que on est au début de cette création et que l'article 6 de la loi de sécurité globale a acté la création de la police municipale parisienne et de prévention, et qu'à partir de là, depuis le 18 octobre, on a des effectifs de police municipale qui se déploient sur la capitale. Donc la première promotion a permis de valider déjà 150 agents, donc qui sont déjà en activité. Vous avez un agent déjà qui fait partie des effectifs et qui vous a accueilli lorsque vous êtes arrivé. Voilà. Donc cette direction... l'objectif, évidemment, c'est une ambition de faire de la police de proximité. C'est une police qui sera opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein, donc là, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'ancienne direction qui était la direction de la prévention et de la sécurité. Donc l'objectif, évidemment, c'est de se déployer à l'échelle des arrondissements dans le cadre de missions d'îlotage. On souhaite une police qui soit visible et qui travaille au plus près des administrés. Bien évidemment, il y aura aussi un rôle de sanction de tout ce qui est infraction routière. Donc, on va travailler on aura 3 axes de travail. Donc, la prévention, c'est très important. Hein. Donc, ça, comme je vous l'ai expliqué, ça ne sera pas une police d'intervention comme on peut peut-être trouver des polices municipales dans le sud de la France où ils sont quand même plus dans l'intervention. Nous, on sera plus dans une démarche d'anticipation et de prévention. À ce titre, elle s'appelle police municipale parisienne et aussi de la prévention, puisqu'on a à peu près 150 médiateurs hein, qui travaillent dans les quartiers souvent politiques de la ville ou un peu sensibles. Sur le 15e, on a une équipe qui est installée à côté de l'Atlantique. Donc, on travaillera bien évidemment sur la sécurisation au sens large du terme, équipements municipaux, stades, jardins, manifestations. Vous voyez, par exemple, ce soir, un conseil de quartier, ça sera aussi sécurisé ponctuellement par des policiers municipaux. On travaillera bien sûr dans le cadre de la sanction, hein, puisque notre axe de travail, c'est la lutte contre les incivilités et des infractions routières. Donc là, on sera également très actif. Il faut savoir que déjà sur le premier semestre, il y a eu 535 508 PV dressés à l'échelle de Paris. Donc vous voyez, c'est quand même une police aussi qui va sanctionner.
Mais vraiment, l'ambition première, c'est d'être ressenti vraiment comme une police de proximité, une police qui sera réactive. Voilà, donc ça c'est l'ambition. Donc si vous permettez, je vais quand même vous lire quelles sont les missions, parce qu'elles sont assez larges et ça va vraiment vous permettre de vous faire une opinion de ce que sera cette police municipale. Donc évidemment, tranquilliser les quartiers, les équipements sensibles et les grands événements festifs, culturels ou locaux, brocantes, manifestations, lutter contre toutes les formes d'incivilité du quotidien, dépôts sauvages, épanchements d'urine, jets de mégots, nuisances sonores, étalage et terrasses, règlement des espaces verts, vandalisme, tag, incivilité comme le bruit dans les rues et dans les espaces verts causés par les passants et les véhicules, de protéger, de surveiller les bâtiments et espaces verts municipaux, les fermer en urgence en cas d'intempéries, d'effectuer une veille résidentielle nocturne et une veille sur les équipements municipaux, sécuriser les territoires municipaux à forte fréquentation touristique, d'accompagner les citoyens dans leurs déplacements, c'est-à-dire assurer la protection routière, contrôle du stationnement gênant, respect des voies de bus, des pistes cyclables, des couloirs vélos, préserver la sécurité des piétons, refus de priorité, trottinettes électriques, etc. De faire respecter les normes anti-pollution, vignettes critères, de faire respecter le partage de l'espace public, trottoirs, réglementation des étalages et terrasses, espaces verts, piétonisation, participer aux manifestations Paris Respire, d'assister des publics vulnérables et fragilisés comme les personnes âgées ou en situation de handicap, mettre à l'abri des personnes sans domicile, trouver des foyers pour les migrants, bon là on n'est pas trop concernés, et les mineurs non accompagnés, prévenir les RICS, accompagner les dépôts de plaintes, enfants, femmes victimes de violences, personnes LGBT, plus victimes de discrimination, etc. Donc vous voyez, le spectre de nos missions sera très large. On aura de quoi s'occuper. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que cette police municipale sera joignable? Oui, d'ores et déjà, elle est joignable en passant par le 3975. Donc, si vous pouvez la joindre par le biais du 3975 et quelqu'un vous répondra et dirigera une équipe de la police municipale sur l'infraction ou pour satisfaire votre demande. On peut aussi joindre la police municipale via l'application DMR, dans ma rue. C'est une application qui fonctionne très très bien et qui est largement utilisée par les administrés. Sachez que chaque fois, toutes ces sollicitations donnent lieu à une intervention de nos services. Et bien souvent, une réponse lorsque les personnes mettent un numéro ou nous permettent de les recontacter. On peut également utiliser Twitter, Facebook. Donc voilà, les réseaux sociaux aussi sont une porte d'entrée importante pour signaler des incivilités. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est une police qui sera joignable. Donc, pour les effectifs, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, la direction de la police municipale compte 3300 agents. Dans ces 3300 agents, bien évidemment, ce ne sont pas tous des policiers municipaux, loin s'en faut. On a des agents d'accueil et de surveillance. On a ce qu'on appelle des inspecteurs de sécurité. C'était les historiques de la sécurité à Paris et ce qu'on appelle les ASP, agents de la surveillance de Paris, qui étaient des agents qui s'occupaient de tout ce qui était le stationnement payant et les stationnements gênants et qui étaient placés sous la responsabilité, sous l'égide des commissariats. Donc ils ont rejoint la ville de Paris et donc la création de cette police municipale, dans un premier temps, se fait par le biais de ce regroupement de services, inspecteurs de sécurité et ASP. D'accord ? Donc, tous ces personnels doivent effectivement satisfaire à une formation. Donc, pour ceux qui sont déjà dans la maison, par exemple, les inspecteurs de sécurité doivent faire 3 mois de formation. 3 mois de formation. C'est une formation qui est dispensée à l'école des métiers de la sécurité de la ville de Paris. C'est une école qui a été créée spécialement pour former ces futurs policiers municipaux. Donc ils partent pour 3 mois. Donc, et ils vont faire un complément de formation, puisqu'on considère déjà qu'ils ont acquis de l'expérience professionnelle au cours de leurs années de service. Et donc, c'est un complément de formation qui leur permet de valider leur formation initiale. En ce qui concerne les ASP, qui ont déjà, eux, la qualification d'agent de police judiciaire adjoint, ils partent 2 mois et demi. D'accord ? Puisque, pour vous donner un exemple, eux, ils faisaient déjà des infractions au code de la route. Donc, ils n'ont pas besoin de repasser ce module. Par contre, en revanche, pour les nouveaux arrivants, on a eu un recrutement de 150 agents l'année dernière. Là, ils partent pour 6 mois.
Donc c'est une formation qui est en totale homologie avec les polices municipales de France. Et il n'y a rien de... C'est absolument la même chose. Ils doivent satisfaire aux mêmes contraintes. D'accord ? Mais vous aurez bien compris que quand on embauche 150 agents aujourd'hui, on va les avoir, ils seront opérationnels l'année prochaine, puisqu'il y a les 6 mois de formation. Il faut 2-3 mois pour qu'ils obtiennent les agréments de la préfecture de police. Et voilà, donc c'est un cycle long. D'accord ? Donc voilà, donc c'est une police municipale qui devrait, qui a pour objectif d'être vraiment opérationnelle à l'horizon des Jeux Olympiques 2024. Là, on aura pratiquement tous nos personnels qui seront formés et qui seront policiers municipaux. Donc l'idée, c'est aussi à terme, à la fin du mandat, d'arriver à 5000 agents, 2026. Donc voilà un petit peu les perspectives pour cette police municipale. Alors, en ce qui concerne l'équipement, c'est une police qui ne sera pas armée d'un armement létal, d'accord, ni même d'un taser. Ils disposent de ce qu'on appelle un bâton de défense, ça s'appelle un tonfa. Ils ont une bombe lacrymogène, une paire de menottes, un gilet pare-balles et seront également équipés d'une caméra GoPro. Donc, ensuite, comment va s'articuler la relation avec le commissariat de police? Donc, on est lié donc, par une convention, mairie de Paris, préfecture de police, qui a précisé évidemment les compétences des uns et des autres. Évidemment, la police municipale n'a certainement pas vocation à se substituer à la police nationale. Ce n'est pas du tout le sujet. On s'inscrit vraiment dans une logique de complémentarité. On doit se rencontrer très régulièrement, c'est à peu près tous les mois. Et on met en place des missions que l'on peut faire conjointement, parce que l'idée, c'est aussi que les administrés nous voient travailler ensemble, qu'ils voient qu'il y a une très bonne collaboration, et tout ça va se mettre en place dès déjà les mois de janvier. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que sera la future police municipale parisienne et de la prévention. Merci. Merci, monsieur le commissaire. Merci, monsieur Gomez, pour ces explications. C'est vrai que la sécurité, comme vous l'avez dit, peut-être pas pour le quartier Vaugirard Parc des Expositions, on n'est pas sur le quartier le plus sensible de l'arrondissement. N'empêche que la situation sanitaire, les confinements ont aussi beaucoup fait évoluer les craintes, les menaces et les activités criminelles sur le quartier. Je pense que, ou même simplement les incivilités, comme vous avez parlé du tapage nocturne ou même parfois du tapage diurne quand il s'agit des attroupements de livreurs, par exemple. Nous avons donc beaucoup de sujets qui peuvent intéresser les citoyens et notamment les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. Mais avant de passer peut-être aux questions, je vais passer la parole à Anthony pour le point de vue de la mairie sur ces enjeux-là. Merci Marion. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci au commissaire Vallot et à Farinèche pour leur présence. Merci à monsieur Gomez. D'abord, je tiens à vous dire que la sécurité dans le 15e, c'est un sujet qu'on prend très très à cœur parce qu'on a la chance d'avoir un maire qui est engagé sur ces sujets depuis plus de 30 ans maintenant et que moi, à ma modeste échelle, j'essaye aussi de mettre toute ma détermination sur ce sujet. On a la chance aussi, je tiens à le souligner, d'avoir une équipe extraordinaire au commissariat avec le commissaire Vallot, le commissaire Farinèche qui font un travail extraordinaire et avec la police municipale demain qui est en train d'être créée avec monsieur Gomez. Donc on a beaucoup de chance sur un arrondissement incroyablement grand et complexe avec tout un tas de problématiques différentes. Je vais en citer quelques-unes juste pour compléter rapidement ce qui a été dit. D'abord sur le volet prévention, c'est quelque chose sur lequel on agit aussi énormément. Il a été mentionné l'affaire des RICS, par exemple, sur les jeunes. Une des manières d'éviter qu'on en vienne là, c'est de prendre le problème un peu plus en amont et d'intervenir à travers la prévention. On travaille avec des associations. Je pense par exemple à Arkea, qui accompagne ces jeunes, qui justement essayent de leur offrir une autre voie. On leur offre par exemple des chantiers, ce qu'on appelle des chantiers éducatifs, c'est-à-dire des espèces de petits boulots, par exemple dans les parcs et jardins du 15e arrondissement, pour leur offrir un avenir un petit peu différent. Je pense à Paris Anime aussi, qui est aux Frères Voisins, qui fait partie de votre conseil de quartier, avec lesquels on travaille pour accompagner, pour prendre en main, pour essayer d'aider un certain nombre de jeunes là-dessus. C'est un volet sur lequel nous nous mobilisons pleinement. Il y a aussi le volet
répression sécuritaire, on va dire, et on croit qu'il ne faut pas avoir dans le 15e la main qui tremble à ce moment-là. On travaille justement sur la tranquillité publique au sens large. Les missions, elles ont été évoquées, elles sont extrêmement nombreuses. La tranquillité publique, c'est tout un tas de petites nuisances que vous êtes amenés à subir les uns et les autres au quotidien. Sur la police municipale, rapidement par rapport à ce qu'a dit M. Gomez, peut-être un ou deux éléments supplémentaires. D'abord, la première chose, c'est vous dire qu'avant, par rapport à la DPSP actuelle, donc la direction que vous voyez actuellement, c'est-à-dire les agents que vous voyez dans la rue, ils étaient auparavant partagés entre le 7e et le 15e arrondissement. Demain, ils seront exclusivement dédiés au 15e arrondissement. C'est une super nouvelle. Et on aura donc des agents qui passeront 100% de leur temps dans notre arrondissement, qui connaîtront mieux notre arrondissement, qui connaîtront mieux les commerçants, les habitants, les gardiens d'immeubles, etc. Et donc, ça va leur permettre, là aussi, d'être un petit peu plus efficaces, d'avoir des remontées de terrain peut-être un peu plus fines. Et on se réjouit de cette nouvelle. La deuxième bonne nouvelle sur la police municipale, c'est qu'il a été décidé par la maire de Paris ce qu'elle a appelé un Big Bang de la proximité, c'est-à-dire de déconcentrer un certain nombre de pouvoirs à l'échelle des arrondissements, et notamment la question de la sécurité avec la police municipale. Et donc dans le cadre évidemment qui a été fixé par la maire de Paris, on a quand même les moyens d'agir, ou en tout cas d'essayer de donner un certain souffle ou une certaine direction à cette police municipale. Je le dis très clairement, et M. Gomez le sait, on en a parlé à de nombreuses reprises, notre volonté dans le 15e arrondissement, c'est que cette police aille le plus loin possible dans la lutte contre les incivilités, qu'elle ne se contente pas de petites incivilités, mais qu'elle réponde véritablement aux problématiques qui vous empoisonnent la vie. Et je crois que c'est la direction qu'on va prendre, et on va essayer de, justement, dans le cadre qui leur est fixé, avec les pouvoirs qui leur sont donnés, faire le maximum pour répondre aux problématiques qui seront les vôtres. Avec ce qu'a dit M. Gomez, c'est-à-dire police d'intervention, police de proximité, et pas une police d'intervention, mais néanmoins, c'est un pouvoir qu'on a à l'échelle de l'arrondissement, et comptez sur nous pour essayer d'aller le plus loin possible, si je puis dire, pour essayer de donner le plus de pouvoir possible et répondre au plus de problématiques possibles que vous ayez à subir dans le 15e arrondissement. Tout n'est pas parfait dans cette police municipale. On aurait aimé, je ne vais pas faire de politique ce soir, mais on aurait aimé évidemment qu'elle aille plus loin, qu'elle soit armée, etc. Les pouvoirs des policiers municipaux demain sur le terrain seront renforcés par rapport aux agents actuellement. Je pense par exemple au statut d'APJ à 21. Bref, tout ça pour vous dire qu'ils ont un certain nombre de pouvoirs supplémentaires, que malheureusement on aurait voulu aller plus loin, mais qu'on fera le maximum dans le cadre qui nous a été offert. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, hormis les missions, c'est le personnel. On n'est pas capable aujourd'hui de vous donner un chiffre précis sur le nombre de policiers municipaux, mais on a beaucoup travaillé, notamment suite à ce qu'on a appelé l'affaire Youri en janvier dernier sur la dalle de Beaugrenelle avec la mairie de Paris, l'adjoint à la maire de Paris en charge de la sécurité. On a réussi à obtenir à ce moment-là des effectifs supplémentaires dans notre arrondissement. Et donc on a une police qui sincèrement sera relativement nombreuse, qui sera présente H24 sur le terrain et qui pourra effectivement être à la rencontre des habitants et résoudre les problématiques du quotidien toute la journée à votre service. L'autre chose que je voulais souligner également, c'est que dans le 15e, on croit beaucoup, dans un arrondissement de 240 000 habitants, aussi grand que le 15e, on croit beaucoup à la nécessité de faire du micro-local, à la nécessité d'avoir des relais de terrain. C'est ce qu'on a fait. On a créé des référents sécurité dans chacun des arrondissements, dans chacun des conseils de quartier. Il y en a un dans votre conseil de quartier, une plutôt. Et donc, c'est comme ça que là aussi, on pourra faire remonter les problèmes et répondre au mieux à vos problématiques. Le commissaire Vallot l'a dit, l'appel au 17 est absolument essentiel. Il y aura un numéro qui sera mis en place pour la police municipale très bientôt. Évidemment, moi aussi, je suis à votre disposition si vous voulez m'écrire et faire remonter des problématiques. On croit que c'est absolument nécessaire d'avoir sur le terrain des relais, nos yeux, nos oreilles qui peuvent faire remonter les problématiques qui se posent à vous. Donc je vous invite là aussi à faire remonter ces problèmes, soit à la référente sécurité de votre quartier, Mme Seguino, soit à moi directement ou à la police en cas d'urgence, bien évidemment avec le 17. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire rapidement. On pourrait épiloguer longtemps, mais je vais plutôt vous laisser la parole et répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Et le dispositif Écoute 15 aussi, que d'habitude tu mentionnes, donc j'en profite parce que pour une fois tu l'as oublié. Écoute 15 qui est une adresse email, écoute15 tout attaché @intérieur.gouv.fr à laquelle vous pouvez écrire pour
signaler tout type d'informations qui sont peut-être de l'ordre de la préoccupation et pas forcément et pas de l'urgence. C'est pas un dispositif d'urgence, mais vraiment pour pouvoir alerter et avoir un dialogue avec le commissariat, dialogue qu'on remercie encore tous les effectifs, tous les agents du commissariat de mettre en œuvre parce qu'il est extrêmement important pour pouvoir faire bouger les choses et améliorer la situation pour tous. On va peut-être prendre des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce qu'on a un micro qui est mobile? Sinon, si vous parlez... Ah, on a un micro pour vous, c'est fantastique. Alors moi j'avais plusieurs questions à Monsieur le commissaire et à Monsieur Gomez. Combien d'années allez-vous rester au commissariat? Parce que bon, malheureusement, on voit un petit peu valser c'est comme ça, hein, c'est les nominations. Donc je voulais savoir si vous savez combien de temps vous allez rester au commissariat avant d'être encore muté. Une question bien personnelle. Non, mais non, oui, non, je pense que c'est un peu logique, mais... Comment? On aime notre commissaire. Oui. Peut-être vous pouvez... Je me permets juste je crois que vous aimez vos commissaires. Oui. Alors, je dois vous faire une confession ce soir. Dans une quinzaine de jours, je serai en partie orphelin, puisque je vais perdre mon adjointe qui est appelée à de très hautes responsabilités dans une autre partie de la préfecture de police. Pour ma part, la carrière des commissaires, elle est effectivement statutairement, un commissaire de police ne peut pas rester plus de 9 ans en place. Sur la capitale, en général, la moyenne est aux alentours de 3 ans. En ce qui me concerne, je suis extrêmement attaché au territoire. La directrice qui a pris le flambeau de notre direction, qui est la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, souhaite que les cadres référents auprès des élus du territoire, c'est-à-dire notamment pour Paris, les commissaires centraux, durent dans leurs fonctions, ce qui coïncide tout à fait avec mes aspirations personnelles et professionnelles. J'ai trouvé un territoire extrêmement attachant, des élus avec lesquels on travaille remarquablement bien. Si vous me permettez, c'était pas un oubli, mais la cellule Écoute 15 que vous avez mentionnée, c'est notre bébé un peu à tous les deux. Hein. C'est une création que nous avons initiée il y a un peu plus de 3 ans. Le fait que vous le mentionniez, voilà, c'est assez révélateur de cette coproduction de sécurité au bénéfice des habitants. La police ne peut rien toute seule, c'est pas vrai. Voilà. Donc on travaille avec la future police municipale, on travaille bien évidemment avec les élus, on travaille avec les conseils de quartier, les nouveaux référents qui ont été nommés. Nous travaillons avec l'ensemble des partenaires du territoire. Voilà. Après mon mandat, je dirais, mon successeur un jour, parce que je vous quitterai naturellement, mon successeur sera sans doute bien meilleur que je ne le suis, et c'est ainsi. Mais voilà, l'essentiel, vous l'avez dit, Madame la maire, c'est que nos équipes sont extrêmement attachées elles aussi au territoire. Elles ont à cœur de faire vivre la devise qui est celle de notre direction, assister, servir et protéger. Voilà notre devise, voilà ce qui nous guide au quotidien. Et voilà, je tiens véritablement à vous le redire ce soir. Nous ne sommes ici que les représentants du commissariat, les représentants des plus de 300 policiers qui œuvrent jour et nuit. Et s'il y a effectivement des remarques, c'est pour nous. Et les félicitations, en revanche, c'est pour eux, parce que c'est véritablement eux qui s'exposent chaque jour, y compris au prix de leur intégrité physique, pour vous protéger, répondre avec diligence à vos demandes et faire évoluer les choses dans un sens qui soit le meilleur possible. Alors j'ai une question bien concrète. Qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a du tapage nocturne? Alors, je ne parle pas de 10h du soir, je parle minuit. Par exemple, parce qu'autrefois, vous aviez un numéro de téléphone directement sur le commissariat. Bon, maintenant, il faut passer par le 17, mais moi, j'hésite à appeler le 17 pour du tapage nocturne, même si ça fait qu'il est impossible de dormir. Voilà. Le 3975, bon, c'est pour la police municipale. Et en plus, ce qu'on a constaté, c'est que quand on arrivait à joindre le commissariat de police, eh ben, il ne venait jamais, pas par mauvaise volonté, hein, parce qu'il par manque d'effectifs. Ça, j'en suis bien consciente. Mais c'est quand même un souci.
au-delà du manque d'effectifs, je vous dirais, c'est surtout la priorisation des missions. Notre vocation, c'est de répondre aux appels police-secours, c'est de travailler au-delà sur l'initiative et le traitement de fond des situations et des difficultés que vous rencontrez. Néanmoins, lorsque l'urgence nous est donnée, la mission nous est transmise, on va prioriser ces interventions en privilégiant systématiquement les atteintes aux personnes par rapport aux atteintes aux biens et par rapport naturellement aux nuisances du quotidien. Pour autant, ces nuisances-là, vous avez une question très concrète, je vais y répondre de manière très concrète. Aujourd'hui, la convention de coordination entre la police municipale et la préfecture de police, la ville de Paris et la préfecture de police, prévoit que les nuisances d'ordre professionnel, à l'exclusion de tout ce qui est musique amplifiée. En clair, les livraisons le matin, les tapages liés au chantier, ce genre de choses, prioritairement, c'est à la police municipale qu'il faut s'adresser. Pour tout ce qui est débit de boissons qui mettrait une enceinte dehors, sa clientèle et autres, c'est prioritairement vers le commissariat. Et pour les nuisances entre particuliers, vous pouvez vous adresser au commissariat. Et ça, pour ce faire, vous faites le 17, c'est un numéro d'urgence. Le tapage que vous évoquez, vous avez parlé de 10 heures, vous avez parlé de minuit ou de pas dormir. Oui, minuit, 3 heures du matin. Mais voilà, c'est ça. en fait, la loi française est très bien faite. Hein. Elle ne prévoit pas d'heure. Il est interdit de commettre des nuisances, notamment sonores, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Voilà, c'est le principe de la tranquillité publique. Vous pouvez être quelqu'un qui travaillait la nuit et qui dormait la journée, et vous n'avez pas envie d'être réveillé toute la journée parce qu'il y a une activité festive ou que sais-je chez votre voisin. En l'occurrence, donc la voie du 17, ce que M. Samamar évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le 17 justement, permet au-delà du fait de nous solliciter, de garder des traces de ces appels. Et lorsque vous allez revenir vers nous en nous disant on vous a appelé, le problème n'a pas été réglé ou vous ne vous êtes pas déplacé, on va interroger cette base de données de façon à rechercher les précédents appels. Et lorsque l'on est effectivement sur des problématiques qui sont récurrentes ou qui nous sont signalées par l'exemple par le dépôt d'une main courante ou bien un courriel ou un courrier, on va à la fois signaler à notre station directrice l'adresse de façon à dépêcher un équipage dès que c'est possible et qu'il y a un appel. Mais au-delà de ça, ce que l'on a souhaité avec Mme Afarinèche mettre en œuvre, c'est aussi par l'unité de police administrative du commissariat, c'est les policiers qui sont spécialisés dans les polices administratives, les expulsions locatives, tout ce qui relève de la police funéraire aussi, c'est de leur confier la gestion du quotidien avec celle des nuisances. Et donc, ces policiers convoquent les auteurs présumés des nuisances pour des rappels à l'ordre, pour leur expliquer ce qu'ils encourent aussi lorsque le policier se déplace et constate un tapage. C'est-à-dire que faire intervenir un tiers, en l'occurrence le commissariat, dans une relation entre voisins qui est parfois empreinte d'indélicatesse, voire même d'hostilité, sans pour autant qu'une solution se fasse jour entre les deux. On réclame aussi beaucoup au syndic les autorisations, les réquisitions permanentes annuelles, c'est-à-dire l'autorisation de venir patrouiller sans appel préalable à l'intérieur des immeubles. Ça, c'est le rôle de la cellule d'écoute et traitement des doléances, ce que vous évoquiez, écoute15@intérieur.gouv.fr. La major qui est à la tête de cette unité a pour vocation justement de permettre de travailler en amont auprès des copropriétaires, locataires aussi, et près des syndics, pour permettre justement ces interventions sans appel. Donc sur les nuisances du quotidien, sur ces tapages, la voie prioritaire, c'est le 17. Et puis si le problème ne se règle pas parce qu'une contravention a été établie ou malheureusement l'équipage n'a pas constaté, ce qui arrive aussi, on se déplace et puis le tapage a cessé, ou bien ils nous ont vu arriver dans la rue et puis ils se sont tus. Et bien là, dans ces cas-là, vous pouvez très bien envisager de nous adresser un mail, la boîte mail du commissariat, commissariat15@intérieur.gouv.fr. Vous les trouvez sur le site de la préfecture, c'est peut-être plus simple. Sur le site de la préfecture de police, vous avez des formulaires pour contacter vos commissariats. C'est aujourd'hui, que ce soit sur le site de la préfecture de police, service public, démarche.gouv.fr, il y a énormément d'informations en ligne. Avec des formulaires, avec des questions, avec des réponses rapides qui vous permettent justement de savoir vers qui vous orienter. Cette notion de service public de proximité auprès de ces nuisances qui font votre quotidien, c'est notre vocation. Ça représente
entre un tiers et à peu près la moitié des interventions quotidiennes du commissariat. Voilà. Et on souhaiterait évidemment en faire encore plus. Sachez une chose aussi, c'est que lorsque le policier constate, il établit une contravention. Cette contravention, elle est adressée évidemment à son auteur de façon à ce qu'il ait une amende à payer. Et au-delà de ça, on transmet à celui ou celle qui a été le requérant, celui qui a fait le 17, on lui transmet un courrier qui est signé du commissaire adjoint ou du commissaire central, par lequel on lui donne et on lui rappelle les droits qui sont les siens, notamment la possibilité, lorsque vous subissez un préjudice qui a été dûment constaté par les policiers, de faire valoir des intérêts civils, c'est-à-dire de demander à la juridiction de proximité, au tribunal, de prononcer des dommages et intérêts à votre bénéfice et à l'encontre de celui qui a troublé l'ordre public. On vous envoie même des formulaires à remplir et adresser au tribunal. Hein. On a vraiment poussé le but, poussé plutôt l'accompagnement très loin, parce qu'encore une fois, on sait que c'est une problématique majeure qui est souvent à l'origine de véritables difficultés, voire d'un quotidien qui est insupportable, et pour lequel parfois on a un peu d'hésitation à solliciter les services de police. Oui, on fait de la lutte antiterroriste, oui, on intervient sur des crimes, mais aussi sur des contraventions, et le tapage en est une. Merci. Oui, merci de me donner la parole. Moi, les nuisances sonores, c'était un des points sur lesquels je voulais revenir, mais d'abord, je suis tout à fait consciente de l'ampleur du travail qu'il y a à faire et de tout ce que vous faites pour nous, et je vous en remercie d'avance. Mais ce qui a été dit par M. Gomez, moi, je suis un petit peu déçue parce que justement, on sent bien que le commissariat de police, il a des multiples tâches, il a du terrorisme et puis des incivilités nocturnes et autres, et que c'est pas forcément, même si vous le dites que vous intervenez, mais c'est pas forcément, je veux dire, avec 300 agents, je vois pas comment couvrir l'ensemble du 15e sur l'ensemble de ce qui se passe dans le 15e aujourd'hui. Il y a une dégradation de la situation en termes d'incivilité, en termes de bruit, en termes vous avez dit de violence, et ça devient vraiment quelque chose de très préoccupant pour nous, les vieux habitants du 15e. Et donc j'avais mis beaucoup d'espoir quand j'avais vu dans la presse la création de cette police municipale, en me disant chouette, ça y est, on va avoir des gens qui vont pouvoir intervenir, décharger un petit peu la police, enfin le commissariat de police et tout ça. Et puis on entend dire que finalement on prend les 3300 agents qui sont aujourd'hui, et puis on va en mettre 150 en plus. Alors certes, j'ai bien que donc ça veut dire qu'on déshabille Paul pour donner à Jacques. Et puis j'ai bien entendu ce que vous avez dit, qu'ils vont avoir des missions un petit peu différentes, qu'on va leur donner des pouvoirs un petit peu plus importants. Mais il n'empêche que c'est quand même un petit peu un leurre de la création de cette police municipale, parce que finalement les agents, ils existent déjà, ils sont déjà sur le terrain. On nous dit qu'il y aura finalement à terme, ça sera 2024. Donc, entre-temps, on a 3 ans à tenir. Hein. Moi, je n'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit de tout l'été. Hein. On ne peut pas dormir les fenêtres ouvertes à Paris, ce n'est pas possible. Hein. Donc, je vous rappelle tout ce qu'on trouve par terre, les cochonneries, les débats, ce qu'on laisse sur les trottoirs, etc. Moi, je fais partie du conseil de quartier, j'utilise beaucoup dans ma rue, je suis en permanence en train d'aller voir les gens en disant ne faites pas ça, etc., etc. Je suis très active, mais il n'empêche que Paris, enfin notre quartier est devenu, j'allais dire, moi je cherche à partir de Paris parce que je ne peux plus supporter la vie à Paris, c'est pas possible, ça fait 20 ans que j'y suis et je peux plus supporter la vie à Paris. Donc je suis vraiment extrêmement déçue, d'autant plus que j'ai un petit peu le sentiment que l'échéance de 2024 pour les Jeux Olympiques, excusez-moi, mais c'est quand même, ça a été la volonté de la maire de Paris d'avoir ces Jeux Olympiques à Paris. Certes, ça nous fait un petit peu de publicité, mais est-ce que ça sert vraiment les Parisiens? Ça, je n'en sais rien. Et j'ai peur que ce soit cet objectif de 2024 pour mettre un peu de la poudre aux yeux aux gens qui viendront pour les Jeux Olympiques, et finalement que le soufflet retombe une fois que les Jeux Olympiques seront finis, et que nous, on se retrouve non seulement avec les mêmes problèmes, mais des problèmes encore amplifiés, parce que finalement, l'objectif n'est pas vraiment les Parisiens, mais c'est surtout présenter une ville à peu près présentable au moment des Jeux Olympiques. Enfin, je suis un petit peu énervée parce que
ça fait quand même des années qu'on nous dit qu'on va faire des choses, ça fait des années qu'on intervient. Alors, chaque fois que je demande à la mairie de Paris, quand j'interviens, les gens réagissent. Hein. Je ne suis absolument pas négative par rapport à ça. Hein. Je suis souvent en contact avec M. Jean-Yves Pinet. Chaque fois que je lui demande quelque chose, les choses sont faites. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, mais les effectifs ne sont pas à la hauteur du problème. Je veux dire, on est dans une ville qui devient vraiment invivable. Et donc, je ne pense pas que la mairie de Paris centrale ait vraiment pris les moyens nécessaires pour régler, j'allais dire, cette difficulté de vivre que nous avons au quotidien, que ce soit de jour et de nuit, hein, par rapport à ce qui se développe, la violence, les incivilités, les saletés, les poubelles qui traînent. Une semaine devant le subway à la porte de Versailles, il a laissé ses poubelles jaunes pendant une semaine parce qu'il s'est trompé de jour. Personne n'a rien dit, c'est resté comme ça et ça débordait tous les jours. Les poubelles, enfin, bon, je pourrais vous en donner des centaines d'exemples. Hein. Je suis vraiment... et donc, je suis une Parisienne qui n'en peut plus, et qui, depuis 6 mois, a décidé de quitter la capitale parce que c'est plus possible. Voilà. Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, je me suis peut-être mal exprimé. Donc, effectivement, on n'est pas dans un saupoudrage 150 par-ci, 100 par-là. Non, on est vraiment sur un objectif d'arriver à 5000. Mais vous aurez quand même noté qu'on ne peut pas s'affranchir du temps de la formation. On modifie les statuts des agents. Ils doivent satisfaire à cette formation. Ça va prendre du temps. Aujourd'hui, on intervient énormément. Je vais vous donner un exemple. Vous avez évoqué le cas de M. Pinet. On est quotidiennement en lien avec M. Pinet. On intervient. Il nous appelle. On intervient dans la demi-heure. Vous avez vu, les terrasses ont pratiquement toutes disparu, les terrasses éphémères. Ça a été quand même... Oui, mais là moi, je vous parle de mon domaine de compétences. Donc, ça a causé des nuisances. Il y a eu beaucoup de nuisances aussi sonores durant l'été avec ces nuisances. Nous sommes intervenus puisque ça fait aussi partie de nos compétences. Alors, peut-être vous ne l'avez pas vu parce qu'effectivement, nos agents qui intervenaient étaient marqués sécurité. Donc, quand on voit des gens de sécurité, finalement, on se dit, tiens, ce sont des vigiles, on ne les identifie pas. Quand vous voyez des gens policiers municipaux, tout de suite, là, police municipale, là, vous identifiez. Sachez qu'on fait des milliers de contraventions pour les incivilités, les mégots, les épanchements d'urine, les dépôts sauvages. On ne fait que ça tout au long de l'année. Vous voyez, d'ailleurs, si vous regardez un petit peu, vous verrez qu'il y a beaucoup moins de mégots. Il suffit de regarder par rapport à 2 ans en arrière où tous les jours, les agents ramenaient 30 contraventions de mégots. Aujourd'hui, ils en font un de temps en temps. Donc, vous voyez, les choses s'améliorent. Bon, on ne le voit pas forcément parce qu'on n'y prête pas attention. Mais on est sur le volet de l'incivilité depuis des années et des années. Après, comme l'a indiqué M. Samama, lorsqu'on a un effectif de 4 le soir, vous voyez, il est là devant la porte. Hein, donc, il ne peut pas pouvoir aller intervenir à droite à gauche. Avant de venir ici, il est parti sécuriser les illuminations. Donc, vous voyez, ils sont investis sur diverses missions. Mais demain, vous verrez, et très rapidement, que l'on aura suffisamment, je l'espère, d'effectifs pour que cette police municipale soit visible. Je vous l'ai dit, l'ambition, c'est de faire de l'îlotage à l'échelle des conseils de quartier. Hein, c'est-à-dire, la police de proximité, c'est avant tout des effectifs. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'effectifs, effectivement, on navigue en voiture, un coup dans le 7, parce qu'on nous appelle partout. Vous voyez, on est en permanence, et je vous l'ai dit, on est en lien avec les élus, et on est dans la réaction. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Quand on nous appelle une demi-heure après, le problème est réglé. Vous voyez, alors évidemment, vous n'allez peut-être pas le voir. Et effectivement, je ne vais pas vous dire que l'insécurité n'a pas augmenté. Ça serait mentir, tout le monde le voit. Mais justement, nous, on va essayer modestement. Hein. Moi, j'espère qu'on va obtenir des résultats. Mais le chantier est colossal. Mais ce ne sera pas une police municipale, une fausse police municipale ou avec... Non, on va mettre en place une vraie police municipale. Voilà, qui a vocation à évoluer dans les années à venir. Et elle ne fera qu'évoluer, vous voyez. Mais là, on est au début de quelque chose. Mais ça ne nous empêche pas de travailler comme on le faisait avant avec les inspecteurs, avec les ASP, vous voyez. Donc là, maintenant, on est dans une phase de transition. Mais je peux quand même vous assurer qu'on est à l'ouvrage et qu'on a conscience de toutes ces difficultés et qu'on va s'engager.
Juste pour rebondir 30 secondes sur ce qu'a dit M. Gomez, bon, on va se parler franchement. Moi, je partage en partie votre constat. Je trouve que, effectivement, la police municipale, si les gens qui sont représentés de ce bord ici avaient été à la tête de la mairie de Paris, elle n'aurait pas eu franchement cette tête-là, la police municipale. C'est pas pour autant qu'elle va faire un travail qui va être ridicule, c'est pas pour autant que ça va être marginal, les changements par rapport à la DPSP actuelle. Il y a des vrais changements, on en a évoqué 2 par exemple qui sont substantiels, encore une fois, le fait que les agents seront exclusivement dédiés au 15e, le fait qu'ils ont des pouvoirs renforcés avec notamment la PJ à 21, c'est des choses qui sont substantielles et qui compteront. Donc on peut pas se contenter de dire que ça va être des changements qui sont purement marginaux. Néanmoins, on aurait aimé, c'est sûr, aller beaucoup plus loin. On aurait pu leur donner encore plus de pouvoir, on aurait pu leur donner accès à un certain nombre de fichiers supplémentaires, on aurait pu les armer létalement. Ce ne sera pas le cas. On le déplore. Malheureusement, c'est Anne Hidalgo qui a été élue en 2020. On n'est pas là pour faire de la politique, mais il y a effectivement une... Je fais de la politique parce que madame... Je fais de la politique parce que madame... Je fais de la politique parce que madame... Vous dites que vous voulez des armes létales. Moi, je suis désolé, je ne veux pas d'armes létales dans ma ville. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, après, on aille accuser les agents municipaux et qu'on les traîne devant les tribunaux parce qu'ils ont tiré leur arme et que ça a causé des fatalités. Aujourd'hui, la sécurité, pour moi, c'est pas ça, monsieur Samamat, c'est pas ça. C'est votre droit. Aujourd'hui, oui, exactement, c'est mon droit. Oui. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est une police municipale qui soit de proximité, qui comprenne les enjeux, qui comprenne les évolutions aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on se batte plus pour obtenir des effectifs pour notre police nationale, parce que je pense que ça, c'est très important. On ne les voit plus sur le terrain, mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'il y a plus... On ne se bat pas pour débloquer des budgets pour avoir des agents supplémentaires. Il y a un manque d'effectifs chronique. Donc, je préférerais qu'on évite aujourd'hui de faire de la politique sur le dos de sujets qui me semblent d'être d'intérêt collectif, et aujourd'hui qu'on discute ensemble pour dire comment on va se battre pour faire en sorte à ce que nos policiers aient plus de moyens et du matériel qui fonctionne, n'aient pas la boule au ventre quand ils vont en patrouille sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. D'ailleurs, je me permets de poser une question au commissaire Vallot. Vous parliez donc des interpellations de livreurs qui sont en situation irrégulière. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous allez jusqu'au bout de cette démarche en allant voir les opérateurs qui ont permis à ces gens d'opérer, d'être livreurs? Est-ce que vous les sanctionnez, ces gens-là? Est-ce que vous allez voir des Frishti, des Uber, et leur dites, et les sanctionner pour ne pas avoir vérifié le statut de chaque personne? Parce que, voilà, c'est ça le fond du problème. Et tant que les opérateurs continueront à embaucher des gens en situation irrégulière, vous serez submergés. Donc, il faut aller au bout de la logique qui est la vôtre, que j'accepte. D'ailleurs, ils sont un danger aussi sur la voie publique. Ils prennent des sens interdits à tout va. Leurs mobylettes ne respectent pas les normes en termes de décibels. Donc, il y a plein, bien évidemment, de soucis. Mais j'aimerais bien que Uber, que le patron d'Uber, de Frishti, de tous ces opérateurs-là, soient ici et qu'on leur dise aussi ce qu'on en pense. Parce qu'eux, ils s'en foutent complètement. Excusez-moi le terme un peu vulgaire, mais du travail que vous faites, ils ne le prennent pas en compte. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Et en fait, on vous déploie sur ces missions-là, c'est de l'argent public, et eux, ils continuent. Hein. Et donc, je pense que de faire ces interpellations, OK, mais il faut aller plus loin, il faut sanctionner ces gens-là qui ne vérifient pas le statut de séjour des personnes qu'ils emploient. Juste 30 secondes avant, Monsieur Vallot, avant que je vous donne la parole, c'est juste pour vous répondre, parce que vous m'avez mis en cause. Moi, je répondais à la dame, je ne suis pas là pour faire de la politique, ce n'est pas l'objet. Elle a posé une question qui concerne spécifiquement la taille et les missions de la police municipale. C'est quelque chose qui est déterminé et défini par la maire de Paris. Donc nécessairement, en lui répondant, on est obligé de préciser, à moins de mentir et d'avancer masqué, on est obligé de préciser comment nous, on aurait conçu la police municipale. Et deuxième chose, sur l'armement des policiers municipaux, c'est tout à fait votre droit de souhaiter qu'ils ne soient pas armés. C'est notre droit aussi de dire qu'en réalité, en ne les armant pas, c'est là où on les met en risque et c'est là où on met une cible sur leur tête. Et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de drame parce qu'ils ne sont pas armés, mais c'est quelque chose qui n'est pas à exclure. Non, je me base simplement sur ce qui s'est passé par le passé. Par exemple, Clarissa Jean-Philippe en 2015 à Montrouge. Excusez-moi, juste respectez la parole des gens, s'il vous plaît. Moi, je veux être respecté
Monsieur, on vous a écouté jusqu'au bout. Monsieur, j'ai répondu à la question sur spécifiquement la définition de la police municipale. Monsieur, vous avez interrompu Monsieur Samama qui était en train de parler. On vous a écouté jusqu'au bout. Donc je vous remercie maintenant d'écouter également les réponses qui vous sont faites. Donc Monsieur Samama a répondu. Monsieur le commissaire, vous voulez également ajouter quelque chose ? Oui, votre intervention a été intéressante sur le sujet effectivement de la responsabilité. Plusieurs points. Cependant, appelle une réponse. Sur ces opérateurs, lorsqu'une infraction est constatée, qu'il s'agisse d'une violation du droit au séjour des étrangers sur le territoire national, d'un franchissement de feu rouge, d'un contresens ou bien de l'emploi d'un étranger en situation irrégulière, la police nationale est là pour y répondre. La préfecture de police, au sein de la direction qui est la nôtre, a créé ce qu'on appelle la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et dans l'ADN de cette sous-direction, il y a notamment la lutte contre celles et ceux qui embauchent, qui abusent de ces personnes en situation irrégulière, qui donc violent la loi française, portent atteinte aux droits de ces personnes, souvent d'ailleurs dans des finalités que vous évoquiez, purement mercantiles, à savoir dégager un profit maximal, tout en évitant de payer les charges sociales qui les accompagnent. Sur le phénomène des livreurs, ce que l'on peut constater régulièrement lors des contrôles, c'est malheureusement qu'il y a souvent des usurpations d'identité. Alors, il ne m'appartient pas ici de juger de la responsabilité ou de la pertinence des contrôles qui sont menés par ces plateformes. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est lorsque l'on mène nos investigations, justement, que ce soit du fait d'un accident ou bien à la faveur des contrôles qui sont menés, c'est que souvent, ces personnes-là usurpent l'identité ou bien le compte, voire même payent pour utiliser le compte d'un livreur qui est dûment enregistré. L'une de ces sociétés de livraison a son siège sur le 15e arrondissement, sur lequel nos policiers sont régulièrement amenés à intervenir, justement pour gérer ces problèmes d'usurpation de comptes, d'abus dans l'usage des comptes, voire de fermeture de comptes. Donc c'est pour ça que je vous dis, la situation est un petit peu compliquée, au sens où ces opérateurs-là conduisent eux aussi, je ne suis pas là pour les défendre du tout, mais je ne suis pas là pour les accuser non plus. Mon travail, c'est de rétablir la vérité des faits que l'on constate. Et lorsque nous intervenons au siège de l'une de ces entreprises, c'est souvent pour des fermetures de comptes qui sont liées à des usurpations ou au fait que le salarié, enfin c'est pas un salarié, c'est un auto-entrepreneur la plupart du temps, a lui-même salarié, en tout cas pas salarié, mais abusé de la force de travail de quelqu'un. Et ça, si vous voulez, voilà, c'est une partie du travail qui est conduite par nos camarades de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, que ce soit sur ces plateformes ou bien sur d'autres domaines, les chantiers du 15e arrondissement, les salons de massage, etc. etc. Voilà, des sujets, je pense notamment au salon de massage, parce qu'on en passe assez régulièrement, parce qu'il y a ce problème de l'embauche non déclarée, donc des Français ou des étrangers en situation régulière sur le territoire national et qui, eux, ne sont pas déclarés auprès des institutions publiques. Donc, il n'y a pas de paiement de l'ensemble des frais sociaux qui doivent être payés, donc pas de retraite en gros pour la personne qui travaille pourtant. Et puis, d'autres faits que l'on n'a pas évoqués ce soir, mais qui sont liés au proxénétisme ou à la prostitution, qui est une réalité. La préfecture de police est un modèle très intégré de services avec celles et ceux qui gèrent les manifestations, celles et ceux qui font du renseignement pour la lutte antiterroriste notamment, et puis nos camarades de la police judiciaire, la brigade de répression du proxénétisme, pour ne pas la citer, qui travaillent notamment sur notre territoire dans la lutte contre ces phénomènes de proxénétisme et de prostitution. On ne s'est pas éloigné du sujet. C'est par ce biais de la lutte contre le travail dissimulé, de la lutte contre l'immigration irrégulière, les deux étant, je vous l'ai dit, des objectifs qui nous sont assignés, que l'on peut aussi révéler des phénomènes autres, c'est-à-dire de l'abus de personnes, l'abus d'employeurs à l'encontre de leurs salariés ou personnes qui travaillent pour eux puisqu'ils ne sont pas déclarés comme tels. Je me permets de faire un petit complément sur la partie armement, sans faire de la politique et chercher à relancer le débat, pas du tout, mais je voudrais quand même préciser, en France, il y a à peu près 5000 polices municipales. 60%, on va dire, 58% d'entre elles sont armées. Évidemment, les petites communes n'ont pas besoin d'avoir un armement, j'en suis bien conscient, mais c'est un phénomène quand même métropolitain. Il y a des risques d'exposition forte de la police municipale.
Et ce que je voudrais vous dire, monsieur, c'est qu'il ne faut pas non plus considérer que les agents de la police municipale sont des agents municipaux lambda. Ils font l'objet d'une formation très poussée, très structurée. Ils sont conventionnés avec l'État. Et je me souviens moi-même d'avoir entendu le préfet de police de Paris s'exprimer nettement sur le sujet lors du dernier Conseil de Paris, en exposant les raisons et le bien fondé d'un armement, la pertinence plutôt, je devrais dire, d'un armement de la police municipale, notamment pour les raisons qui étaient évoquées tout à l'heure par mon collègue Anthony Samama. Donc, loin d'un sujet polémique, je ne vais pas refaire le débat ici, ça ne s'y prête pas, on a bien entendu votre point de vue, mais il faut avoir aussi cet élément-là à l'esprit. Bon, je pense qu'on va passer à un autre sujet. Si c'est très court. Si c'est court, oui. Oui. Il y a une nuisance quotidienne qui est la circulation des 2 roues, motorisées ou non, sur les trottoirs. Moi, j'ai, avec d'autres personnes, la particularité d'habiter sur un boulevard qui a un très large trottoir. C'est le boulevard Lefebvre, mais il y a d'autres boulevards. Je n'ai jamais vu les personnes verbaliser. J'habite là depuis des dizaines d'années, pratiquement. Jamais j'ai vu un policier verbaliser. Il y a des motos aussi qui circulent sur les trottoirs, sur les pistes cyclables ou sur la partie réservée aux piétons. Est-ce qu'il a, qui est responsable? Est-ce que ça relève de votre commissariat? Je dirais les responsables, vous les avez tous les 3 en face de vous. Puisque là, on est vraiment sur... moi, je ne parlerai pas d'incivilité, je parlerai de contravention, de délit ou de crime. Et si vous ne les avez pas vus, j'en suis absolument navré, puisque... on va se parler clairement, depuis 3 ans que je suis ici, c'est un discours que je tiens très régulièrement. Le plus faible dans l'espace public, c'est le piéton. Donc celui vers qui tous nos efforts doivent être conduits, c'est la préservation du piéton. Et après, effectivement, suivant le degré d'exposition de celui qui est amené à se déplacer, la trottinette, le vélo, le 2 roues motorisé et en haut, on va dire l'automobiliste ou celui qui conduit un camion, on doit prendre d'abord et avant tout on doit conduire notre raisonnement à partir du piéton. Le trottoir a vocation à n'accueillir que les piétons. Ou alors le 2 roues qui sera descendu de son engin, qu'il soit motorisé ou pas, et qui se déplacera ainsi. C'est pourquoi, depuis 3 ans, on mène très régulièrement des contrôles qui visent les 2 roues motorisés et non motorisés. Je dis non motorisés parce qu'en général, quand on tape sur les vélos parce qu'ils refusent la priorité des piétons au passage piéton, passage sécurisé, passage protégé, pardon, on en entend assez rapidement parler sur les réseaux sociaux, notamment, voire même pour nos agents, c'est un moment assez délicat puisque ils se font, pas insulter, fort heureusement, puisque sans quoi la personne se terminerait en outrage, en garde à vue pour outrage, mais ou se piller en mode vous n'avez que ça à faire, vous chassez pas les vrais délinquants, etc. Alors certes, la personne qui à vélo ou en 2 roues motorisées n'aura pas respecté la priorité à un piéton n'est pas un délinquant, mais c'est un contrevenant. Et donc, il a vocation à être verbalisé. Et oui, effectivement, c'est des choses qui sont faites de manière très régulière. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que notre objectif, c'est de protéger l'ensemble de la population et notamment les piétons. Et de préserver ces trottoirs. Alors, je vais sans doute laisser Monsieur Gomez en parler parce que sa partie stationnement, avec des chiffres que j'ai pu voir qui sont extrêmement importants. Alors, cette partie-là de l'activité, on ne la voit pas forcément, on ne la médiatise pas assez, j'en conviens. Il y a un vrai problème de communication chez nous, mais pour autant, elle est réelle. Et effectivement, c'est un axe qui est important dans notre politique parce que le territoire doit être protégé. On a eu malheureusement à déplorer des accidents qui impliquaient des piétons frappés ou en tout cas qui entraient en collision ou qui étaient plutôt frappés. Ce n'est pas eux qui entraient en collision avec d'autres usagers et notamment des vélos. Le principe même de se déplacer, c'est de respecter autrui. À partir du moment où on ne respecte pas autrui, à commencer par les feux de signalisation, les passages protégés, les espaces protégés que sont notamment les trottoirs, eh bien, on a un moment, on prend le risque d'être verbalisé et par la police nationale et bien évidemment la police municipale à qui je passe le micro. Oui, c'est justement un bon exemple de ce qui va être intéressant avec cette future police municipale. Vous voyez par exemple les agents qui étaient à l'accueil. Il y avait 4 agents. Vous aviez un policier municipal donc, qui a validé sa formation et vous aviez 3 inspecteurs de sécurité qui travaillent sur l'espace public.
Eh ben, ces 3 inspecteurs de sécurité, si ils constatent par exemple qu'une personne est sur une trottinette sur un trottoir, ils n'ont pas la compétence pour le verbaliser. A contrario, le policier municipal, lui, maintenant, peut le verbaliser. Donc demain, quand ces agents seront tous policiers municipaux, ils pourront verbaliser. Donc évidemment, les ASP qui sont APJ à 21 peuvent le faire. Mais vous voyez, on avait toute une partie de notre personnel qui ne pouvait pas verbaliser ce type d'infraction. Donc c'était complètement incompréhensible pour une personne qui voyait des agents en tenue et qui constatait qu'ils étaient complètement impuissants. Donc, vous voyez, donc là, c'est vraiment un des intérêts de ce passage à la police municipale pour tous les agents. Je vais vous donner quelques chiffres, j'ai voulu vous l'épargner tout à l'heure. La verbalisation l'année passée au niveau de la police municipale, c'était 1 305 954 PV à l'échelle de Paris. Alors évidemment, pour l'ensemble des infractions, tout ce qui est contravention routière, lutte contre les incivilités. Donc vous voyez, on est particulièrement actif. Il y a ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation qui se fait à partir de la salle de commandement de la police municipale. C'est-à-dire que les gens sont verbalisés aussi à partir d'une caméra et les plaques sont prises. Donc vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte. Hein. Et de plus en plus, moi j'ai des agents là qui sont assermentés depuis 15 jours, et ben ils commencent à verbaliser et vraiment on voit au niveau des chiffres que c'est quand même beaucoup plus important que ce qu'il y avait avant, puisqu'avant on ne pouvait pas le faire. Donc vous voyez, donc tout ça va évoluer dans le bon sens. Merci. Merci beaucoup. Non. Alors, justement, je n'ai pas parlé justement des locaux. Donc, pour l'instant, on est au 201 rue Vaugirard. Il faut savoir que la police municipale va se décliner en 17 divisions territoriales, c'est-à-dire à peu près une division par arrondissement, sauf le 1, 2, 3, 4, qui sera une seule division. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué de trouver des locaux adaptés, puisque nos agents, on a beaucoup de personnel féminin, il faut aussi prévoir, ils font de l'entraînement physique, il faut trouver des locaux avec des douches, avec des vestiaires. Bon, vous voyez, ça suppose, quand on doit mettre une centaine d'agents quelque part, voilà, il faut trouver les locaux. Donc la direction s'y attelle, hein, on est à marche forcée justement pour ouvrir les divisions. La division du 18e a ouvert ses portes la semaine dernière, donc vous voyez, et on va continuer comme ça au fil de l'eau et au fil des découvertes de locaux. Donc il y aura une division dans le 15e. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire où elle sera. Aujourd'hui, on est sur le 200 à Vaugirard. Ça peut être ça, mais il y a aussi une unité généraliste d'ASP qui se trouve rue Morillon, qui peut aussi accueillir une centaine d'agents. Donc pour l'instant, ça n'est pas arrêté, mais tout ça est en cours de réflexion. Mais on sera dans le 15e de toute façon, ça c'est sûr. Merci. Désolé d'écourter un petit peu, mais on a un autre sujet, on a 2 autres sujets, et le temps tourne. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Désolé si on ne peut pas poser plus de questions, mais il faut passer aux autres sujets. Donc un point PLU rapide par Monsieur Luineau. Et merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Bizarre ce type. Il est parti avec la police. Oui, j'étais en train de le dire. Ah, il est venu sur commande. Il voulait venir pour la sécurité. Ah, il est venu sur commande. Hein. Ouais. Mais de commande de qui? C'est ça la question. Cabinet PS, je pense que cabinet PS. Il était quand même très moyen. C'est filmé. Hormis sur l'armure. Oui. Et où? T'as trouvé un nouveau militant? Ah bah, on ne connaît pas en tout cas. Vous connaissez trop bien Anthony.
déjà un peu des questions. Vous savez comment intervenir. Ils sont bons pour la suite. Je pense qu'il sera trop tard. Bonsoir à tous. Donc j'aimerais juste vous dire un petit mot sur la révision du plan local d'urbanisme, le PLU. On avait un support visuel, je ne sais pas si on pourra vous le montrer, parce qu'il y a un petit problème technique. Mais je vais commencer, et si on peut, on vous montrera ça. Juste pour vous dire que on aimerait vous proposer, vous, conseillers, enfin habitants du quartier et conseillers de quartier en tant que quantité de la vie locale, de participer, de faire une contribution à cette révision du plan local d'urbanisme. Comme vous le savez, nous sommes engagés à Paris dans cette révision du PLU, qui est ce fameux document qui régit les différentes règles de construction, d'occupation des sols, de protection du bâti dans la ville de Paris. Et nous avions commencé un travail en début d'année sur le diagnostic du plan local d'urbanisme. On avait d'ailleurs organisé une marche exploratoire avec ma collègue Marion Pariset qui s'était étalée sur 2 quartiers qui avaient terminé dans votre quartier. L'idée étant pour nous de vous proposer en fait de contribuer de la manière suivante, c'est de participer à l'élaboration avec nous de la définition des sites qui sont à protéger dans le quartier. Donc je vois que le visuel s'affiche à présent. Des sites à protéger selon 3 critères. D'abord, les immeubles ou équipements qui mériteraient, selon vous, de faire l'objet d'une protection patrimoniale de la part de la ville. Donc c'est identifier les bâtiments qui sont remarquables de par leur histoire, leur architecture particulière. Si on regarde, par exemple, pour avoir un exemple dans votre quartier, alors ici vous verrez de très loin, mais vous avez par exemple 383, 385 rue de Vaugirard, vous avez des vieux bâtiments qui sont en fait des bâtiments des années 1820, donc début 19e siècle, et qui sont protégés parce que c'est un héritage, un vestige de l'histoire rurale de Vaugirard. Et donc, ils ont fait l'objet d'une protection patrimoniale dans le précédent plan local d'urbanisme, où vous avez aussi la gare, l'ancienne gare Vaugirard, qui a été récemment rénovée d'ailleurs grâce au budget participatif. Et pour vous donner cet exemple concret, malgré sa rénovation, vous voyez que l'architecture globale de la gare a été préservée, son bâti en pierre, en briques rouges, son escalier aussi a été préservé. Et tout ça a été fait dans le respect justement de cette protection patrimoniale qui a protégé le bâtiment en tant que tel et son architecture particulière. Donc ça, c'est un premier item, je dirais, sur lequel on vous propose de participer. Je vais vous expliquer concrètement ensuite comment. Ensuite, les espaces végétalisés et les arbres remarquables. Donc là, il s'agit d'espaces verts que vous souhaiteriez voir protégés dans votre quartier. Alors, il y a évidemment déjà des protections d'espaces verts qui sont prévues dans le plan local d'urbanisme, mais il y a peut-être aussi des espaces qui, pour l'instant, ne sont pas encore protégés. Et là aussi, donc, n'hésitez pas à nous faire des remontées. Il vaut mieux avoir, si vous voulez, des propositions d'espaces qui sont déjà protégés que de passer à côté d'un espace vert ou d'un arbre remarquable. Et enfin, dernier point, ce sont les besoins en équipement d'intérêt collectif. Si vous avez par exemple des besoins en équipement d'enseignement, en espace de vie sociale ou culturelle, là aussi on vous propose de les faire remonter à la mairie d'arrondissement, puisque ça va nous permettre aussi de prévoir dans le plan local d'urbanisme des réserves pour la construction de ces équipements-là à l'avenir. L'idée, c'est que la ville de Paris a demandé à la mairie du 15e une remontée d'ici à la fin de l'année de ces sites, et ce que nous vous proposons, vous, c'est justement d'inclure dans la remontée, dans la copie de la mairie du 15e, les remontées qui viendront des différents conseils de quartier, et donc les vôtres. Et pour ça, il vous suffit, si vous voulez, de communiquer sur l'adresse mairie15@paris.fr ou bien de passer via votre conseil de quartier directement qui, lui, nous fera ces remontées. Et donc ça permettra vraiment, si vous voulez, une contribution très concrète de votre part. On sait que le plan local d'urbanisme, c'est un document assez technique, qui est parfois assez difficile d'accès. Mais là, c'est vraiment une opportunité très concrète, assez directe, de pouvoir contribuer à cette révision-là, qui, je le rappelle, nous mènera jusqu'à la fin de l'année 2023, début d'année 2024, et qui va engager Paris sur les 10, voire 15 prochaines années. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et puis on aura l'occasion de reparler de cette révision du plan local d'urbanisme, puisqu'il y a toute une série de phases de concertation qui vont être menées jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire vos remontées. Si vous avez des questions, moi je suis là, ainsi que ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre, conseillère de Paris.
Voilà. Je vous remercie et donc à très bientôt pour cette révision du PLU. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va enchaîner sur l'actualité du parc des expositions et projet de Vie Paris. On va accueillir Monsieur Vincent. Il y a une question sur le Ah, pardon. Bah, c'est très bien le temps que Ouais, qu'on fasse la transition. Dans le cadre de la révision, par rapport à une contestation de ces maintiens de bâtiments qu'on considère comme historiques, de ces parties végétalisées qu'on voudrait garder, face à quelqu'un qui veut construire et qui va au tribunal administratif et qui demande l'annulation de la modification du PLU de la ville de Paris. Parce que j'ai un cas concret, puisque c'est le 399 bis rue de Vaugirard, où nous avons actuellement une procédure contre la ville de Paris par le propriétaire de cette parcelle qui veut démolir tout, y compris les zones végétalisées et la petite maison qui fait l'angle avec la rue Firmin-Gillot, pour construire un bâtiment qui fait R+3. Et donc ça veut dire que nous, on va perdre l'espace végétal qui est inclus dans les tennis clubs de Vaugirard. Ça ne fait pas partie du tennis club. Et donc il a déjà perdu, la mairie a déjà perdu une fois parce qu'elle avait refusé de mettre cette parcelle comme constructible. Donc ils ont modifié le PLU pour le mettre constructible, mais en mettant des contraintes environnementales et végétales. Et là, donc le propriétaire n'est pas content, donc il a de nouveau fait appel contre la décision de modification du PLU de la ville de Paris. Et c'est toujours au tribunal administratif. Et on ne sait pas quelle est la chance que vous avez de gagner ou de perdre. Enfin, quel est le rapport de force entre le TA et la ville de Paris, quoi, sur ces dossiers-là. Bah, si vous voulez, ce que permet le plan local d'urbanisme et les protections, c'est justement de les rendre, je dirais, protégés et opposables à un projet de construction devant le juge administratif. Maintenant, après, effectivement, c'est le juge administratif qui tranche en fonction de... Enfin voilà, ce que permet le PLU, c'est de rendre opposable le PLU à des projets de construction qui iraient, par exemple, à l'encontre de la préservation du bâti. Après, effectivement, malheureusement, s'il y a une décision administrative, du juge administratif, on ne peut pas... pas grand-chose d'autre, quoi. Je veux dire, c'est le PLU qui nous permettra de défendre la protection d'un bâtiment ou d'un espace vert. Faute d'inscription, en revanche, il y a en l'occurrence une voie ouverte à des projets de construction. Donc c'est pour ça que c'est encouragé, en tout cas, de protéger un maximum les espaces qu'on souhaite préserver. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la protection des espaces végétalisés. Est-ce que les espaces végétalisés dans le cadre des budgets participatifs sont concernés? Alors, les espaces végétalisés du budget participatif, je ne sais pas si vous avez un espace en particulier, mais c'est-à-dire que si on a un budget participatif qui concerne un parc ou un jardin, c'est normalement par définition des espaces qui font déjà l'objet d'une protection des espaces verts dans le plan local d'urbanisme. Donc, ce sont des espaces qui sont déjà protégés. Donc, a priori, pas de protection supplémentaire à apporter à ces espaces-là. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais en revanche, il y a peut-être d'autres espaces qui ne sont pas encore protégés que vous pouvez proposer. Non, c'était juste ma question concernant les budgets participatifs. Très bien. Merci. Bon. Donc on passe la parole à Vie Paris, Monsieur Vincent Fellman, directeur du Parc des Expositions, et Madame Sophie Sevelec, directeur de projet, direction immobilière. Et nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Fellman, qui a récemment pris ses fonctions, si je comprends bien, en tant que directeur, pour remplacer Madame Christelle Leroux, qui était jusqu'à présent la directrice du parc. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis content d'être là. N'hésitez pas à enlever le masque parce que ça on peut enlever ouais. Impeccable. Ça me va si je peux enlever le masque en plus. Écoutez, bonsoir à tous et ravi d'être parmi vous. C'est vrai que j'ai pris mes fonctions, je suis arrivé sur le parc en pleine
période Covid, donc au moment un peu calme, et depuis, depuis septembre, ça a bien repris. Donc, faut parler près du micro. D'accord. Ouais, maximum. Et donc, ça a bien repris du coup depuis septembre. Donc, on va vous en parler un petit peu avec la reprise d'activité. Donc, on a une année 2021 un peu mitigée, puisqu'en fait, de janvier à septembre, on dira qu'on n'a quasiment rien eu, à part une petite reprise en juillet et en juin. Néanmoins, depuis septembre, on voit qu'on a une activité qui a repris en termes de nombre de salons quasiment à l'identique de 2019. Il se trouve que les salons sont plus petits que ce qu'on a pu connaître auparavant. On a aussi moins d'exposants. Néanmoins, les visiteurs et les exposants qui viennent sur nos salons sont satisfaits en fait de la reprise. Et on voit avec les derniers salons qui ont eu lieu, là, on vient de clôturer le salon des maires, que les gens aussi sont ravis de se retrouver en face à face et plus en visio comme ils avaient eu l'habitude de faire pendant 1 an et demi. Voilà, donc c'est aussi ça, c'est relayé aussi par la presse, hein, c'est plutôt dynamique comme reprise. Donc ça nous amène à penser que l'année 2022 va être aussi assez occupée, en sachant qu'on a beaucoup de demandes en fait pour l'année 2022. Des salons comme Batimat et Loto qui reviennent du coup sur la porte de Versailles, et aussi de grands congrès. Je pense que vous aviez dû entendre, on avait dû vous évoquer le projet du pavillon 7 et le Paris Convention Center qui va accueillir des congrès. On a entre autres, on a beaucoup de congrès qui vont arriver l'année prochaine, et entre autres ESMO, qui est en fait le congrès de la cancérologie, pardon, et IAC, un congrès sur la conquête spatiale, on va dire, qui donc on va accueillir aussi en septembre. Voilà, donc tout ça nous permet cette activité actuelle nous permet d'être assez optimiste pour la suite, en sachant qu'on ne pense pas retrouver une activité, en tout cas de taille des salons, identique à 2019 avant 2023. Voilà. 23, ouais. Voilà, mais on va vous parler de la modernisation du parc. Et voilà, je vous passe la parole. Bonsoir. Donc, je ne sais pas quel est votre niveau d'information, parce qu'on est assez habitué à communiquer sur la rénovation du parc avec les riverains dans le cadre de comités riverains qu'on fait sur la porte de Versailles 2 fois par an, auxquels participent, j'ai l'impression, je ne reconnais pas des têtes, participent beaucoup les gens qui habitent tout proche du parc et qui sont plus directement concernés par notre activité et nos travaux. Donc je vous fais une introduction très rapide. Si jamais vous êtes déjà au courant, vous me coupez, comme ça je passe plus vite. En 2015, quand on a re-signé le bail à construction avec la ville de Paris, on s'est engagé à ce qu'on appelle la concession de travaux. Donc c'est un programme de travaux très défini sur une dizaine d'années qui incluait la rénovation intégrale de tout le parc des expositions. Cette rénovation est divisée en 3 phases. La première phase, qui est en jaune sur le schéma, incluait l'anneau central d'entrée, donc quand vous passez devant, vous avez dû voir, ainsi que la rénovation totale du pavillon 7 pour le transformer en Paris Convention Center, c'est-à-dire un centre de congrès nouvelle génération avec toutes les facilités. Le but étant de pouvoir accueillir à Paris les congrès internationaux, les nouveaux congrès, en sachant que nos compétiteurs sont des compétiteurs au niveau international. On se bat sur des destinations contre Barcelone, contre Amsterdam, et on promeut la ville de Paris sur ces autres destinations. Donc ça a été livré en 2017. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est celle que vous deviez voir quand vous passez en voiture sur le périphérique. Pendant très longtemps, il y a eu un trou où on voyait qu'il y avait des gros travaux.
On a complètement détruit un pavillon, on a reconstruit des parkings en dessous et on a fait 2 hôtels, un Novotel et un Mama Shelter. Et ensuite, il y a une 3e étape qui va venir, qui n'est pas encore faite, qui est le pourtour du parc, donc ce qu'on voit là en violet, tous des aménagements extérieurs autour du parc, la rénovation encore de 2 halls qui sont encore ancienne génération, et continuer à la couture urbaine qu'on a fait autour du parc avec 2 hôtels supplémentaires. Donc ça, on revient sur la phase 2. Donc ça, vous le voyez tous, hein, ça c'est le auvent de Jean Nouvel, pour bien signaler ce pavillon qui était un peu confidentiel dans le passé et qu'on ne voyait pas bien dans le parc. Nous avons aussi achevé donc, les hôtels, ainsi que tout un programme sur la toiture de ce nouveau pavillon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, mais il y a toute une ferme urbaine avec des carrés potagers qui sont ouverts aux gens du quartier. Et puis un bar qui s'appelle Le Perchoir, un restaurant, et également un espace événementiel qui est géré par Viparis, qui s'appelle La Serre. Donc ça, tous ces événements, tous ces lieux ont été livrés fin 2019, début 2020. Les 2 hôtels ont ouvert malheureusement juste avant le Covid, donc c'était un petit peu difficile, mais là, la reprise, ils sont contents que les activités reviennent et ça se passe plutôt bien. Les prochaines étapes à venir, donc comme je vous disais, c'est finaliser la couture urbaine. Ça a été un peu décalé avec ce qui s'est passé, mais ça c'est en train d'arriver. Il y a un hôtel du côté de la place des Insurgés de Varsovie qui est sur la commune de Vanves. Il y a des espaces extérieurs à l'arrière du parc qui sont... Le but, c'est vraiment d'ouvrir le parc sur la ville. Donc, on va faire un jardin d'enfants, un petit commerce, refondre tous les espaces sur le pourtour pour refaire aussi les barrières, la végétalisation. Et puis, un hôtel à l'angle derrière le périphérique sur la commune d'Issy-les-Moulineaux, à la place d'un fond de hall qui n'était pas utilisé. Et ça, c'est des choses qui vont arriver dans les mois à venir. Merci beaucoup pour ces points. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises, qui ont souffert de la crise sanitaire. Beaucoup d'activités du parc des expositions ont été impactées. Et parfois, on a aussi un peu le sentiment que le parc gagnerait encore à continuer à s'ouvrir plus sur son quartier. La ferme urbaine est assez peu connue, malgré le fait qu'elle puisse accueillir les Parisiens également. Je sais qu'ils ont pris contact avec nous pour faire une visite pour le conseil de quartier. On y tiendra également. Mais ce parc est quand même une spécificité de notre quartier. Il fait son identité dans une certaine mesure, et je pense que pour cette raison-là, il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être couper à certaines questions, puisque sur vos images apparaît la tour triangle sur certaines des images que vous avez présentées. C'est un sujet qui, depuis l'annonce il y a quelques semaines à peine, le lancement des travaux remue beaucoup, puisque notamment ça fait plusieurs années qu'à cause d'un certain nombre de recours, il n'y avait pas non plus beaucoup d'informations à ce sujet-là, que les gens, pour beaucoup, découvrent que dans quelques semaines, ils peuvent s'attendre à avoir des travaux juste en bas de chez eux. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, et nous n'avons pas forcément beaucoup de réponses à apporter. Pour l'avis de la mairie, nous continuons à nous y opposer, puisque l'état d'esprit dans lequel ce projet avait vu le jour en 2007, 2008 et aujourd'hui totalement caduque n'a plus rien à voir avec les préoccupations environnementales, avec l'évolution qu'a pris le parc des expositions, et notamment toutes les modernisations que vous nous avez présentées, puisqu'au départ il s'agissait d'une tour qui avait vocation
à s'inscrire dans les activités du parc réellement, et qu'aujourd'hui nous sommes sur une tour qui aurait plus une grande orientation à 75% du bureau en blanc. Donc nous continuons à porter ces sujets-là, et d'autant plus que, pour faire le lien avec l'intervention de Mathieu Luineau juste avant, on a en effet une consultation qui est en cours sur un PLU bioclimatique, et qu'aujourd'hui il nous paraît particulièrement essentiel de au moins se poser la question de savoir si ce projet est toujours d'actualité au regard de ces évolutions-là et des consultations qui sont en cours et qui risquent d'impacter la façon dont nous voulons voir la ville demain. Puisque ce n'est pas forcément un sujet qui vous concerne uniquement vous, il y a également Unibail, et que lorsque nous avions choisi les thématiques de ce conseil de quartier, nous n'avions pas encore eu l'information du lancement des travaux. Nous allons peut-être surseoir sur les questions sur la tour Triangle. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser, ou en tout cas à nous les envoyer, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais nous prévoyons d'organiser une réunion spécifique des conseils de quartier, donc Vaugirard, Parc des Expositions, mais également Brassens, puisque eux également sont concernés. Une réunion spécifique qui permettra vraiment de traiter uniquement de cette thématique-là, parce que bien sûr, là nous sommes un peu contraints par le temps, et je pense que si nous nous lancions sur ce sujet, nous en aurions bien plus que pour 20 minutes. Et puis surtout, très légitimement. Surtout, nous ne sommes pas les bons interlocuteurs. Voilà, et vous n'êtes pas les bons interlocuteurs. Nous ne sommes pas porteurs du projet du tout. Hein. Voilà, vous allez peut-être le subir, je ne sais pas, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, il vous impactera, et j'imagine que vous le prenez en compte, enfin j'espère. Mais voilà, je fais cette petite appel pour les questions potentielles qui pourraient se poser. On est à votre écoute pour les recevoir, mais bien sûr, pour tout ce qui est hors tour Triangle, et si vous en avez également sur la programmation et les activités, vous êtes les bienvenus. Allez-y. Oui, moi j'ai une question, c'est qu'avec vos beaux projets, c'est bien, mais vous n'avez pas réglé le problème des personnes, des exposants qui arrivent et qui repartent, et il y a des embouteillages continuels à ce moment-là, embouteillages, klaxons et tout, donc nuisance pour les riverains. Ça, c'est un point, en effet, on aurait pu en parler. On a tout à fait conscience de ce sujet. Nous, on appelle ça le sujet logistique. Et c'est une problématique qui est au cœur de l'intégralité de l'activité de Viparis, puisque la spécificité de Viparis, on sait qu'on a des parcs qui sont en centre-ville, versus dans d'autres villes, ils sont, comme nous on a Villepinte aussi, ils sont beaucoup plus à l'extérieur. Donc nous, c'est un énorme atout quand même d'avoir des parcs dans la ville, mais en effet, ça lève des problématiques très spécifiques, d'autant que, comme vous l'avez souligné, on monte et on démonte des villes tous les 3 jours, hein, et même plus peut-être. Et on est en train d'étudier ce qu'on appelle la logistique déportée. C'est-à-dire qu'on est en train de repenser complètement la problématique logistique. De toute manière, on va démonter et remonter tous les 3 jours. Ça, on ne peut pas y changer, c'est le cœur d'activité. Donc on réfléchit, on a commencé, on fait des tests actuellement entre décembre et janvier, Porte-Maillot. Parce que Porte-Maillot, on a le Palais des Congrès de la Porte-Maillot, et Porte-Maillot, je ne sais pas si vous êtes passé récemment, mais il y a le RER, le tramway, enfin bon, on est encerclé. C'est à peine si on arrive nous-mêmes à aller dans nos bureaux tous les matins. Et donc, on a lancé ce projet de logistique déportée qui consiste à travailler avec un partenaire logisticien, qui propose à tous nos clients, exposants, de venir déposer dans une plateforme logistique à l'extérieur, donc celle avec laquelle on travaille en ce moment, par exemple, est à Gennevilliers, tout le matériel dont ils vont avoir besoin, dans des horaires définis. Et ensuite, ce partenaire vient avec des camions qui sont pleins et vient livrer tous ces exposants sur site. Et l'intérêt, là, c'est de diminuer considérablement, on n'a pas encore les premiers chiffres, mais on espère au moins de 50%, tout le trafic des gens qui viennent avec leurs petits véhicules ou avec des véhicules non chargés qui ne sont pas complètement optimisés, et que ces gens-là, au lieu de venir Porte de Versailles ou Porte-Maillot, ils aillent sur cette plateforme logistique en très proximité de Paris
et qu'ensuite ces logisticiens, qui seront du coup plus organisés avec des camions optimisés, viendront livrer et permettront de diminuer le trafic. Et ça, dans le sens des livraisons et évidemment aussi du démontage. Et s'il vous plaît, et quid du stationnement sauvage que les expositions génèrent tout autour du parc et qui malheureusement là sont une nuisance très forte? Est-ce que vous considérez que c'est de votre responsabilité ou pas? Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'il n'y en a pas? Nous, on travaille sur nos parkings, on travaille avec des systèmes de régulation, de communication sur les stationnements. Après, le stationnement sauvage, c'est pas vraiment de notre... on ne peut pas agir, nous, sur la rue. C'est en effet sur le domaine public, donc ce n'est pas votre compétence, mais souvent il y a des... c'est pas forcément conventionné, mais les relations sont toujours entre l'occupant, l'exploitant et la police municipale ou police nationale. Il y a généralement une ligne téléphonique dédiée en quelque sorte, quoi. Alors c'est vrai qu'on a des... Pardon, j'arrête ça. On a des contacts privilégiés avec la police et la préfecture, en l'occurrence avec le commissaire Vallot, avec lequel on a beaucoup travaillé. Et dernièrement, en fait, on a alerté en fait en amont sur les gros démontages qu'on pouvait avoir en fait sur le salon, de façon à avoir une équipe, des brigades en fait. On a eu jusqu'à 3 brigades en fait qui sont venues renforcer nos équipes logistiques pour faire circuler mieux les camions lors des démontages et aussi éviter tous les parkings sauvages, les stationnements sauvages autour du parc, parce que comme le disait Sophie, c'est qu'en fait, on ne peut pas du tout agir, nous, côté rue. Néanmoins, on est vraiment très assisté depuis septembre par la police. Il y avait une question dans la salle. Ouais. Je voulais intervenir sur la question posée par madame. J'habite rue boulevard Victor et quand il y a une fin de salon, le trafic est vraiment congestionné. On ne peut pas avancer et les bus 80 et 39 sont bloqués. Donc ceux qui veulent utiliser un bus ne peuvent pas le faire. Oui, on a bien conscience de cette problématique et c'est aussi pour ça qu'on a demandé le renfort de la police. Aujourd'hui, quand on a clairement, nous, quand on fait un démontage et qu'on prévoit un démontage, logiquement, on a les véhicules légers qui doivent rentrer en premier, les véhicules utilitaires ensuite et les camions poids lourds plus tard. Malheureusement, certains ne respectent pas les règles et c'est souvent ces poids lourds qui doivent rentrer à 22h qui sont là déjà dès 18h et qui nous bloquent en fait tout le quartier. En sachant qu'ils ont la possibilité d'aller à l'héliport, puisqu'on a, nous, on a un bail à l'héliport pour justement permettre ce désengorgement. Aujourd'hui, on ne sait pas déplacer un camion nous-mêmes sans l'aide de la police. Et c'est grâce à ça, grâce à ces interventions, que les derniers, il y a eu beaucoup de démontages qui sont heureusement bien passés grâce à l'intervention de la police, parce qu'eux, ils les renvoient à l'héliport, puisqu'ils ont la menace, entre guillemets, de la contravention que nous, on n'a pas. Et clairement, on essaie de cibler au plus juste les démontages qui vont être compliqués. Hier, pour être tout à fait transparent, les maires, ça s'est moyennement passé. Le salon des maires s'est moyennement passé. On a eu quelques visites officielles qui nous ont qui ont retardé l'entrée des véhicules et qui a congestionné plus vite que prévu le parc, malheureusement, et les alentours. Mais vraiment, les dernières expériences qu'on a eues avec la police et les brigades qui sont arrivées, elles sont aussi assez convaincantes, puisque le rond-point des Insurgés, qui est souvent, très très souvent, le premier bloqué, sur des gros démontages, on l'a vu presque fluide, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas circulant.
Oui, ben, vous me tendez un peu la perche parce que je voudrais rebondir sur le parking que vous avez de Viparis, Porte de Sèvres. Justement, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une partie du 15e qui est terriblement problématique depuis 1992, où énormément d'associations, les parents d'élèves, de nombreux écoles, lycées, y compris toutes les associations sportives de Suzanne Lenglen, se sont mobilisées, ont fait des pétitions. On a même eu un reportage dans Des Racines et des Ailes pour montrer que toute cette partie, c'était un imbroglio et c'était très difficile pour nos jeunes d'aller justement à Suzanne Lenglen ou au centre de loisirs Aqua Boulevard. Donc, en fait, maintenant, ça n'a pas changé. La situation en 2021 est encore pire parce que, bon, on a le tramway. Quand vous êtes sur le trottoir de droite, vous avez les bretelles de périphérique, vous avez le tramway, vous avez les pistes cyclables qui viennent de Louis Armand, qui viennent de Henri Farman, qui viennent de l'avenue de la Porte de Sèvres, et dans les deux sens, bien sûr, plus le parking de l'héliport, plus votre parking Viparis, qui sont des camions. Donc, et à côté, vous avez Suzanne Lenglen, les livraisons, vous avez le parking de Total, vous avez le parking de moto, vous avez les Vélib. Tout le monde connaît le problème de la Porte de Sèvres. Donc, c'était simplement une remarque pour attirer un peu plus l'attention sur la Porte de Sèvres et savoir si vous pensiez faire quelque chose pour peut-être dégager un petit peu cette boucle infernale, sachant qu'il faudrait vraiment faire quelque chose pour que les jeunes aillent sur le trottoir de gauche et non le trottoir de droite. Parce que c'est le trottoir de droite qui est le plus dangereux. Et il ne faut pas être sorti de l'ENA pour comprendre qu'il faut aller de l'autre côté. Mais le problème, c'est que la RATP indique qu'il faut aller de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire le trottoir le plus dangereux. La sortie 6, quand vous êtes à Ballard, par exemple, sur le quai du métro, vous avez sortie 1, 2, 3, 4. Et en face, vous avez sortie 6. Et la sortie 6 est bien indiquée Aqua Boulevard. Donc, c'est sur le trottoir le plus dangereux. Et quand vous allez sur les sorties 1, 2, 3, 4, il n'y a rien de marqué sur Suzanne Lenglen, Aqua Boulevard. Vous montez l'escalier, vous passez un petit peu l'entrée. Là, sur le côté, il y a un tout petit panneau, sortie 1, Aqua Boulevard. Mais si vous êtes plusieurs, vous ne le voyez absolument pas. Et ce petit panneau est en bas de l'escalier. Donc, vous montez l'escalier, et là, rien. Vous avez sortie 1, sortie 2, et nulle part. Donc, est-ce que ce serait possible de marquer sortir du côté 1, c'est-à-dire du côté le plus sécurisé, de marquer Aqua Boulevard? Je suis désolée d'insister, mais ça fait tellement d'années que ça dure, ce problème. Et c'est pas si cher que ça de rajouter Aqua Boulevard. Si la RATP n'a pas les moyens, eh bien que quelqu'un l'écrive au feutre. Mais il faut arrêter d'attirer les enfants et les jeunes de l'autre côté. Merci, donc, madame, pour votre remarque. C'est tout à fait pertinent. D'ailleurs, ce carrefour, il est véritablement problématique. Toute sa structure pose problème. C'est extrêmement dangereux pour les piétons. C'est très compliqué, même pour les voitures. Ça crée des embouteillages tout le temps. C'est très compliqué de relier le parc Suzanne Lenglen à cette partie du 15e plus intra-périphérique. Et c'est une réflexion qui d'ailleurs est en cours. Vous l'avez peut-être vu cet été parce qu'il y a une réflexion qui est en cours, une consultation qui est sur le parc Suzanne Lenglen, mais qui concerne également, parce que le parc ne peut pas être pensé dans lui seul que comme un vase clos et sans lien avec ses moyens d'accès, sur justement cet accès, le tram, les voies, la circulation, etc. Mais en effet, on a toujours, on a vraiment noté cette question sur les sorties du métro, parce qu'elles ne sont absolument pas adaptées à la façon de circuler dans la zone. Donc la consultation, il y avait une première démarche qui avait eu lieu cet été. Il y avait une structure qui s'appelle Ville Ouverte, qui était chargée de solliciter des retours de personnes qui étaient des utilisateurs du parc. Aujourd'hui, ils sont en phase de consolidation des résultats et ils vont proposer des scénarios pour l'avenir de cette zone du bassin Babojara. Donc il y a des choses qui sont en cours. Après, on a des contraintes techniques sur le métro et je crois qu'il y avait eu par le passé des choses qui avaient été envisagées en termes de traversée de cette zone-là, de pouvoir avoir une sortie peut-être qui serait plus du côté de Suzanne Lenglen. Toi, tu as peut-être des éléments là-dessus? Disons que pour avoir été moi-même adjoint au quartier, avec d'ailleurs des conseillers de quartier que je vois ici même dans la salle, je salue Brigitte Ray, voilà.
Voilà. Il y a en effet eu des projets de sortie complémentaires. Le problème, c'est les coûts. Et comme je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le commissaire, c'est une question de priorité. Et évidemment, la RATP a aussi d'autres priorités, ce qui peut très bien se comprendre. Et donc, ces projets-là n'ont pas pu aboutir. Bon, après, il y a d'autres projets qui, eux, prospèrent. Il faut être aussi honnête. Mais celui-ci, non. En tout cas, il faudra penser certainement une requalification à terme de ces accès. Mais il n'y a pas, en tout cas, de sortie de métro qui sont prévues à court terme. La remarque de la dame, c'est juste un changement de panneau. Oui, c'est tout. si c'est c'est pas ça, de creuser, oui. Moi, non, c'est mais pas là, de creuser une autre sortie. Hein, mais là, c'est j'étais bien interrogé sur une sortie RATP. Non, là, c'est juste un changement de panneau, puisqu'elle a même dit si je veux même si quelqu'un a un feutre, je le fais moi-même. Enfin, non, mais on demandera à Jean-Yves Pinet, qui est très réputé ici, semble-t-il, en effet, d'étudier le sujet de la signalétique. Bon. Et ça, en effet, c'est tout à fait... oui, on ne va pas attendre 36 ans pour juste faire un changement de panneau. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses plus importantes à faire, parce que l'histoire du tunnel, on dit que le tunnel a été creusé jusqu'à la moitié du chemin et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour terminer devant la porte de Sèvres. Mais bon, après, on a parlé d'un tunnel pour les piétons. Mais bon, il n'y avait pas de crédit. Non seulement il n'y avait pas de crédit, mais en plus, c'était terriblement anxiogène. Vous imaginez, depuis la porte, depuis Ballard jusqu'à Suzanne-Lenglen, ce n'était pas possible. Donc, il y a d'autres alternatives. Il y a peut-être aussi faire une entrée de Suzanne-Lenglen de l'autre côté, du Colonel Avia. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les enfants pourraient rentrer avec le bus directement le 39 et aller du Colonel Avia. Parce qu'actuellement, cette entrée, qui est du côté des frères voisins, elle est complètement impossible. Ce que je vous propose, madame, on prend le point pour le côté alternatif. Par contre, le tunnel, de mémoire, il n'a pas été creusé, il a été étudié. Il y avait un obstacle de réseau à l'intérieur. Mais j'ai bien compris, oui, on ne va pas itérer non plus incessamment, mais j'ai bien pris ça en note et on essaiera de vous apporter des réponses pour le prochain conseil de quartier. Ou sinon, vous pouvez nous donner vos coordonnées à la fin, on prendra la tâche avec vous. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le parc des expositions? Surtout. On a fait une petite digression là. Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore, parce qu'on est dans les temps, donc c'est pareil. Ah, vous voulez encore réagir? Voilà, ça serait mieux. Excusez-moi, c'est juste une question d'ordre général et de curiosité, parce que ce conseil de quartier s'appelle Vaugirard, porte de Versailles. Pourquoi on ne pourrait pas mettre Suzanne-Lenglen dedans? Parce que ça représente, l'air de rien, entre l'Aqua Boulevard et Suzanne-Lenglen, la bagatelle de 35 hectares quand même. Donc, et quand vous regardez... Dans le nom, c'est ça? Oui, tout à fait, dans le nom. Alors que vous regardez les autres conseils de quartier, à chaque fois, il y a un rappel sur un espace vert. Vous prenez par exemple Brassens, vous prenez même Violet, il y a un square, Saint-Lambert, il y a un square, Citroën, il y a un parc, et c'est le seul dans le 15e où on ne fait absolument pas allusion à ce parc, qui est quand même unique à Paris, d'avoir la possibilité d'être un centre de loisirs sportifs. Et donc, je suis très étonnée. Et quand vous regardez le plan, quand vous regardez le conseil de quartier, vous voyez bien que Suzanne-Lenglen prend énormément de place. Donc, c'était simplement, est-ce qu'il y a une raison particulière pour... voilà, parce que je pense c'est un peu les gens qui sont un peu oubliés avec les frères voisins. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de raison particulière. Après, il faudra toujours... ce sera un choix difficile entre Porte de Versailles, Vaugirard, Lenglen, lequel on supprime dans l'histoire. Parce qu'on ne peut pas avoir un nom qui soit non plus trop long. Il faut rester attractif et lisible. Mais c'est tout à fait quelque chose qui peut être proposé et porté par un vœu si le conseil de quartier souhaite s'en emparer. Et on pourra l'évoquer et en faire un objet de proposition. Ça sera à discuter peut-être à l'occasion avec l'ensemble des conseillers de quartier pour la prochaine réunion, par exemple, préparatoire de la prochaine réunion publique, si cela vous convient. Pardon. Est-ce que l'on peut dire un mot sur les très belles décorations de Noël que nous offrent les commerçants du quartier? Moi, je tiens à saluer parce que je trouve que cette année, c'est particulièrement réussi. Donc... Et elles viennent d'être inaugurées ce soir. Mentionner dans le compte-rendu. Celles à Convention, ils viennent d'être inaugurées ce soir, donc je vous invite à aller les voir. On a quand même des... Oui, toi, tu y étais en plus. Donc, on a quand même des commerçants. C'est les commerçants, les associations de commerçants qui financent, avec bien sûr des aides également de la mairie,
les décorations de Noël, donc profitez-en. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère vous revoir lors du prochain conseil de quartier. Et Rémi, si tu veux peut-être dire un mot pour... Non, juste vous remercier pour votre présence et le respect de chacun à parler. C'est appréciable de pouvoir échanger et discuter dans de bonnes conditions. Voilà. Et merci aussi, bien évidemment, à Vie Paris pour votre présence. Merci à tous. Bonne soirée.